Bon, tout le monde est installé. On va pouvoir commencer. Donc, on fait la deuxième session. On va changer un peu l'ordre des interventions au vu de ce qui s'est dit aussi tout à l'heure, au vu de ce que mes collègues aussi m'ont dit qu'ils j'exposerai peut-être plus en détail que des points que je voulais survoler. Donc, ça m'évitera de les survoler, juste de les citer de cette manière-là. Et puis comme j'ai le privilège d'animer la table ronde, donc en fait je mets l'ordre que je veux, j'en profite. Et je pense que justement j'interviendrai en dernier, ce qui permettra peut-être de mettre à la limite la conclusion, enfin à peu près en même temps. Et donc ça me perturbe complètement la présentation qu'il faudra que j'ajuste en fonction de ce qu'on a pu pouvoir dire. Alors donc on va commencer cette première session par Emeline Chen, qui est présidente du syndicat des praticiens exerçant en prison, qui exerce à l'unité sanitaire du centre de détention de Bednac, et qui va parler de la prise en charge sanitaire globale des personnes détenues et des profils sanitaires spécifiques et particuliers. Alors avant de le faire, juste quand même, oui, je voulais me présenter. Donc, Michel David, je suis le psychiatre qui intervient à la maison d'arrêt de Coutances actuellement. J'étais aussi le chef de service du SMPR de Bémao en Guadeloupe, donc j'ai pu travailler aussi dans la SMPR. Actuellement, je travaille dans une petite maison d'arrêt qui a 70 à 90 détenus dans 11 cellules. J'insiste bien, faites le calcul, 70 à 90 détenus dans 11 cellules. C'est tout à fait différent de travailler dans la SMPR, mais ça représente d'autres particularités. Et ce aussi sur quoi j'allais faire dans ma présentation, que je fais maintenant, parce que finalement ça vient avec le lien de ce qui a pu se dire avant. On doit faire toujours un peu les déclarations d'intérêt, vous savez, quand on fait des colloques maintenant. Donc effectivement, je suis à la fois le président de l'association des secteurs de psychiatrie pénitentiaire, mais je suis aussi vice-président du syndicat de psychiatres des hôpitaux et le président élu de la Fédération française de psychiatrie. Alors si je dis ça, c'est parce que pour moi c'est une préoccupation depuis presque tout le temps que la psychiatrie en milieu pénitentiaire ne soit pas une psychiatrie isolée, recluse dans la prison et qui puisse s'articuler au mieux avec la psychiatrie générale. Alors, je pense que quand je serai à la retraite d'ici 2 ans, j'y serai pas arrivé, mais en tout cas, mon intention est toujours d'aller dans ce sens-là, faire en sorte que ça ne soit pas une psychiatrie qui soit reléguée dans un lieu clos et avec des clivages qui se renforcent avec l'extérieur. Il y a une tendance assez habituelle à ce que ça se passe comme ça avec la prison. Voilà, donc je passe la parole à Emeline Chen. Merci Michel. Donc, en effet, je suis praticien hospitalier en centre de détention. Donc, déjà, merci beaucoup de votre invitation à participer à ce colloque. Alors moi, je suis généraliste. Donc, pour intervenir sur la psychiatrie en milieu carcéral, je me suis un peu interrogée sur la légitimité de ma place. Ce en quoi j'ai toujours considéré qu'il fallait prendre le patient dans sa globalité. Et donc, on ne peut pas trop séparer le corps de la psyché. Et de ce fait, quand le corps va mal, la tête va mal. Et quand la tête va mal, le corps souvent s'exprime aussi. Ce en quoi ça nous permet d'avoir quand même une prise en charge globale et d'essayer au moins d'y tendre. Par contre, moi, ça fait 12 ans que j'exerce en milieu carcéral. Donc là, j'ai quand même, je commence à entamer une longue peine. Je serai en centrale normalement. Et ça fait, je suis assez étonnée en fait. Donc je vais vous faire part de mon étonnement. Mon étonnement, c'est que depuis 10 ans, je suis investie à la fois au sein du syndicat, à la fois dans les associations professionnelles de santé qui exercent en prison. Et depuis 12 ans, reviennent les mêmes interrogations, les mêmes questions. Voilà, de l'indépendance de notre profession. Alors quand je dis profession, c'est au sens large. Je ne suis pas à prêcher que pour la paroisse des praticiens hospitaliers. Je parle des professions sanitaires en globalité. Donc 12 ans qu'on se pose les mêmes questions auxquelles on essaye de répondre. Alors peut-être qu'on ne parle pas correctement, peut-être. Voilà, peut-être qu'on n'est pas entendu, peut-être qu'on n'est pas écouté. Auquel cas, les questions restent toujours les mêmes. Ce en quoi je pars du postulat qu'aucune question n'est superflue. Et donc, des réponses doivent être apportées. Je vais faire une petite conclusion en guise d'introduction, à savoir que pour moi, les réponses qui doivent être apportées, c'est des moyens qui doivent être alloués. Voilà, on ne peut pas faire de soins sans finances. On va être très clair, il faut aussi parler du nerf de la guerre. Les gens de terrain doivent être écoutés, et ce en quoi merci de nous avoir invités.
Et pour la petite anecdote, par exemple, c'est aussi l'importance de notre ministère de tutelle et de nos supérieurs hiérarchiques que sont les ARS afin de nous transmettre les données et tout ce qui est discuté, échangé avec la direction de l'administration pénitentiaire au plus haut lieu, c'est-à-dire généralement à Paris. Alors Bédenac, pour ceux qui ne connaissent pas quand même, voilà, c'est au sud de la Charente-Maritime, au fin fond des Pins. Voilà. Donc c'est 27 hectares et on est perdu. Voilà. Et alors le pire, c'est qu'on est rattaché à la Charente-Maritime, enfin ça c'est pas le pire, hein. On est rattaché à la Charente-Maritime, mais le CHU de référence, c'est Bordeaux. 33, catastrophe. 2 départements, donc là, c'est la fin du monde. Selon quoi, en fait, pour la petite histoire, le guide méthodologique qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, début d'année 2018, hein, pour la nouvelle mouture, moi, j'ai appris son renouvellement, alors en officieux, par mes collègues de l'APCEP, de l'association, mais officiellement, en fait, par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux. Voilà. Avant même d'être prévenu par mon ministère de tutelle, ce que je trouve assez cocasse quand même. Voilà, ça c'est pour la petite histoire, je ferme ma parenthèse. Donc là, on m'a demandé d'intervenir sur les personnes particulières, spécifiques. Alors déjà, c'est un vaste sujet. Donc pour pas trop me tromper, je vais partir de ce que je connais, c'est-à-dire de mon exercice professionnel. Il se trouve que j'ai la chance à Bédenac. Alors on est perdu au milieu des pins, mais alors comme on a de l'espace, la direction interrégionale les services pénitentiaires s'en donnent à cœur joie parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin de se prendre la tête. Quand ils ont envie de construire quelque chose, ils construisent sur les 27 hectares. Voilà. Donc, ce qui fait que je suis assez atypique dans ce centre de détention. Donc, nous avons plein de personnel, de patients, voilà, donc des personnes âgées, très âgées. Hein. La plus vieille, elle a 87 ans, elle a encore 8 ans à faire. Voilà. Il y a aussi des profils de polytoxicomanes. Et donc, on se retrouve avec des personnes détenues allant de 18 ans à 88 ans. Voilà. Donc, autant vous dire que certes, je suis médecin généraliste, je suis censée connaître rien sur tout, versus les spécialistes qui connaissent tout sur rien. Mais franchement, là, c'est vrai que c'est le grand écart quand même. Alors, auquel cas, je me suis plongée avec avidité dans ce nouveau guide méthodologique pour voir ce qui m'intéressait, c'est-à-dire en priorité les personnes âgées. Et on est aussi dans le champ de la psychiatrie parce que certaines personnes âgées sont démentes. La démence, ça fait partie aussi, la démence, la psychiatrie, aussi, même pour moi, c'est un petit peu la même chose, même si ça te fait sourire. Il y a ça, il y a les dépressions. Les personnes âgées sont très vite dépressives. Et puis, en milieu carcéral, on peut les comprendre. Et en fait, les articles ne sont pas finis sur le guide méthodologique. Les pages sont blanches, voilà, avec la petite phrase « à venir ». Donc, je suis très impatiente. Voilà. Auquel cas, je continue quand même à les prendre en charge, même s'il n'y a pas de relation. Donc, on se retrouve à avoir quand même, je rejoins quand même plusieurs de mes collègues qui ont pris la parole tout à l'heure, avoir une administration pénitentiaire, évidemment, elle est chez elle, donc qui a des idées, qui est rapide, qui a une structure pyramidale. Alors, je ne tire pas à boulet rouge, ils ont cette structure pyramidale, ils la respectent et ça va vite, l'information va vite, les projets vont vite et ils arrivent vite. Voilà. Donc nous, structure hospitalière, ça va moins vite, ça descend et ça monte beaucoup moins vite. Sans quoi, on est souvent pris de court et donc des projets pénitentiaires qui parfois peuvent ont au moins le mérite d'être là, arrivent sans aucune concertation. Voilà. Ce qui fait, donc en pratico-pratique, en 2013, nous avons eu des locaux d'unités sanitaires tout neufs, mais magnifiques. Nous sommes passés de 70 mètres carrés à 580. Ouais, c'est le rêve de chaque praticien, n'est-ce pas? Donc j'ai la chance de coordonner ce site, mais par contre, rien n'a été anticipé. C'est-à-dire que on a eu, attenant à l'unité sanitaire, ce qu'ils ont appelé joliment une unité de soutien et d'autonomie. Voilà. Alors pour la petite question, on a présenté les choses, 20 cellules pour personnes à mobilité réduite. Rassurez-vous, docteur. Je lui dis, ils savent tous faire leur transfert, évidemment. On va tous avoir des jeunes en fauteuil roulant capables de faire des transferts, et puis on va organiser les JO paralympiques des prisons. Il n'y a pas de souci. Donc on se retrouve maintenant
je dis on parce que je mets toute l'équipe au sens large, à gérer des personnes âgées, très âgées. Donc la population, la moyenne de population dans ce bâtiment-là est à peu près de 74 ans sur 20 personnes, à avoir carrément un EHPAD. Voilà, sans évidemment les moyens financiers alloués, puisque absence de concertation préalable avec le système hospitalier. Ce qui fait que, à moyens égaux, par rapport à ce qu'on avait aux les 70 mètres carrés initiaux, on se retrouve à gérer des patients grabataires, déments, déambulants. Alors, je vous explique le truc des patients âgés, déambulants, Alzheimer débutants ou plus approfondis, quand il faut les faire rentrer en cellule. Avec des personnels pénitentiaires aussi qui font ce qu'ils peuvent. Voilà, avec des agents qui sont angoissés parce qu'ils ne sont pas formés. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, Madame la Contrôleure, qui ont peur d'ouvrir une cellule un matin et de voir Monsieur M, 85 ans, avec qui on parle et avec qui on s'attache, évidemment, parce qu'il a l'âge de notre grand-père, quoi qu'il ait fait, le peur de le retrouver mort par terre ou dans son lit. Voilà, ça, ils ne sont pas préparés à ça, ils ne sont pas préparés, pas formés. Donc, je tiens la phrase que je vais vous transmettre d'un surveillant qui me dit « c'est plus facile pour moi de fermer la porte plutôt que de remonter les problématiques que ces gens vivent ». Les problématiques sont, sur ces profils particuliers de personnes âgées, la problématique princeps, c'est la dépendance. La dépendance qui n'a pas du tout été anticipée. Dépendance qui, par exemple, pour vous donner, alors je vais vous éviter la liste à l'après-vert, mais bon, après les histoires de chasse, ça peut être aussi, ça ancre bien dans l'inconscient collectif. Voilà, patient 75 ans, assez lourdement vasculaire, avec des antécédents d'accident vasculaire. A du mal à marcher, dément. Donc, arrivé mi-février au centre de détention, demande par mes soins d'une aide à la toilette et d'une aide ménagère, puisqu'il y a la possibilité d'effectuer cela avec des associations de périphérie, avec laquelle la pénitentiaire est en attache. Les soins vont débuter début juillet. Donc pendant ce temps, monsieur confond la toilette, les WC avec le lavabo, donc lave ses casseroles là-dedans. C'est un immondisme complet. Bon, il loupe le trou des fois pour aller uriner. Ça, c'est la réalité. La réalité du quotidien des personnes âgées que je dois prendre en charge. La réalité d'une prise en charge, alors c'est vrai, on peut prendre en charge une dépression, je sais faire. Je peux mettre des médicaments, je peux demander, le psychiatre peut demander un suivi psychologique. Après, on frôle quand même, on va dire, l'insalubrité. Là, c'est vraiment le cas. Et je confère que quand j'ai été dans sa cellule pour une urgence, clairement, c'est indigne de la République française. C'est la première fois que j'ai eu honte de ma vie. D'être médecin, déjà, pour le coup. De devoir soigner un patient en n'osant même pas m'asseoir où que ce soit, alors qu'il était par terre. La réalité, c'est ça aussi. La réalité, en plus de ces personnes dépendantes, c'est de voir qu'on crée une confusion entre le parcours d'exécution de la peine et le parcours de soins, qui n'ont rien à voir. On ne peut pas, nous, en tant que soignants, orienter un patient et lui donner les fameux certificats de remise de peine. Voilà, juste parce qu'il vient. S'il n'y a pas de suivi, s'il n'y a pas d'intérêt par ce patient-là, c'est pas juste parce qu'il vient nous voir qu'il faut qu'on fasse des certificats pour qu'il puisse avoir ses RPS. Ça, c'est un point. Ensuite, quand même, on a ébauché un petit peu tout ça, et donc je modifie un petit peu la substantifique de mon intervention sur le fait que je pense qu'il serait intéressant quand même de travailler avec la justice, parce que, en effet, la loi est peu, voire mal appliquée concernant les demandes de suspension de peine pour raison médicale, quelle qu'elle soit d'ailleurs, médicale, psychiatrique, médicale. On rame, mais bon, voilà, quand c'est des personnes âgées, on se retrouve en difficulté. Donc moi, c'est bien parce que comme c'est la seule unité comme ça en France,
ben, on se retrouve devant des premières à chaque fois. Donc voilà, pour exemple, personne, 85 ans, en période de sûreté. Donc là, la juge d'application des peines, vous imaginez, c'est même pas possible d'envisager une suspension de peine. Ben oui, mais quand il est médicalement, il nécessite une suspension de peine, on fait quoi? Sachant qu'il n'a pas de domicile en plus, quand même. Donc on se retrouve devant des cas pratiques et ça fait un peu les singes asiatiques. Alors je ne sais pas s'ils sont asiatiques d'ailleurs, les singes, mais je ne vois pas, j'entends pas, je ne parle pas. Voilà. Alors moi j'ai une réputation, je dirais pas le mot parce que c'est vulgaire, mais je suis un peu le caillou dans la chaussure, dans la prison où j'exerce, parce qu'en effet, quand on nous demande de savoir les traitements, de savoir que bah, si le docteur il ne nous dit pas qu'il est en capacité de travailler, il sera déclassé, ça c'est de la pression quotidienne. C'est de la pression quotidienne et les patients ne peuvent pas être pris en charge dans leur globalité quand on ne respecte pas le cadre de chacun. Et j'appuie sur le fait de dire le cadre de chacun, c'est-à-dire la pénitentiaire doit être respectée dans ses missions, c'est-à-dire une mission de punition et de réinsertion. Voilà. Mais nous devons être respectés dans notre cadre et dans notre mission, c'est-à-dire nous sommes médecins, soignants avant tout, et on ne peut pas nous mettre auxiliaires de justice sous prétexte que ça va donner des RPS aux patients. Alors j'explique mais aux patients pourquoi je ne fais pas de certificat en ce sens, mais par contre, c'est vrai que c'est une perte de temps par rapport aux soins qui est énorme. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué à mettre en place. Il faut respecter le travail de chacun. Travailler avec le système judiciaire, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est à mettre en place et de façon assez importante. Moi, je me suis vue échanger avec des avocats ou des juges d'application des peines qui ne savaient pas et qui ne comprenaient pas pourquoi... bon, voilà, il avait une cellule quand même de plus de 9 mètres carrés, personne à mobilité réduite. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Il est quand même plutôt bien loti. Voilà. Moi, en ce qui me concerne, éthiquement parlant, le jour où j'aurai à signer un certificat de décès en milieu carcéral, je pense que je changerai de métier. Enfin, au moins de branche. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important de voir en réalité et clairement de pouvoir appuyer le fait que la santé, ministère, ARS et compagnie doivent nous soutenir et surtout anticiper et qu'il y ait quelqu'un en face, non pas pour, j'aime pas utiliser ces termes de guerre, combat, bataille, non, juste être là, présent, pour pouvoir expliquer notre rôle et tenir tête. Ça ne veut pas dire qu'on se manque de respect, mais tenir tête à une administration pénitentiaire qui est très hiérarchisée, qui est très pyramidale et qui fait ce qu'on lui ordonne. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et ce en quoi, je pense que si on ne respecte pas le travail de chacun, on ne peut pas prendre en charge dans la globalité le patient, à la fois et son corps et sa psyché. C'est parfait. Comme ça, tiens, redonne-le-moi, j'ai le lutte. Bon, on va passer à la deuxième intervention. Alors, si vous avez bien remarqué, le choix, mais on le doit à Mme Benbassa, d'ailleurs, de la répartition des interventions cet après-midi. Il y a parmi les médecins, il y a 2 psychiatres et il y a 2 somaticiens. Et je trouve que c'est intéressant qu'il y ait ces répartitions-là. Je sais que la ministre de la Santé a dit il n'y a pas très longtemps que la psychiatrie s'était écartée de la médecine et que les psychiatres ne voulaient pas s'intéresser en fait à une prise en charge globale. Et je pense que en prison, c'est peut-être un endroit quand même, il y a toujours des endroits où ça pose des problèmes, mais c'est quand même un endroit où c'est possible souvent de travailler un peu plus facilement ensemble que quelquefois à l'extérieur, hein, ce qui n'est pas simple. Alors la deuxième intervention, ça va être Fadi Meroué qui va la faire. Il est praticien hospitalier, chef de service de l'unité sanitaire de la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Minglones. Et il va nous parler de l'état des lieux et des problématiques en évolution au sein des UXA. UXA, terme d'ailleurs théoriquement plus officiel, mais qu'on aimait bien. Voilà, donc je viens de nous dire ça. Merci Michel, merci Madame Benbassa de nous donner cette possibilité de parler aujourd'hui. Moi, je vais surtout parler, je dirais, de polémique, hein, parce que tu parlais de 12 ans d'exercice, moi ça fait plus de 20 ans que je suis incarcéré. Je me porte bien, mais je pense que oui, il y a des choses à dire. Ça fait 20 ans qu'on répète. Bon, tout à l'heure, un de mes confrères disait que ça faisait aussi plusieurs années qu'il essaie de répéter les mêmes choses.
bon, on y croit et on va y avancer et je pense qu'on peut y arriver. Alors, beaucoup de polémiques, beaucoup de choses ont déjà été dites. On est un peu mal à l'aise parce qu'il faut changer les diapositives à chaque fois. Désolé. Alors, pour commencer, je rappellerai que la seule privation des détenus est la liberté d'aller et venir et qu'il n'y a pas de soins contraints en prison, ça a été dit, mais je pense qu'il faut souvent le répéter. Et évoquer la santé en prison est une confusion qui peut mener au paradoxe. Ça va être un peu le fil conducteur de toute ma communication, voire même une illusion. Alors, parler de psychiatrie en prison, pour moi, c'est vraiment aller mener vers une folie. Et aussi, deuxième phrase que j'aime bien, ça a été dit, on le redit encore, la prison n'est pas un lieu de soins en tant que tel, vous l'avez dit, Madame Ozan, c'est très bien, donc j'insiste encore là-dessus, un lieu où des personnes peuvent nécessiter des soins, il y a le droit à la santé, donc ils doivent bénéficier des soins, ça on est tous d'accord. Pour le soignant, on va revenir là-dessus, mais la contrainte carcérale n'est pas une contrainte à des soins pénalement ordonnés, donc il ne faut pas en arriver là, et encore moins à pratiquer une médecine entravée, qui malheureusement aujourd'hui, je ne dirais pas auxiliaire de justice, mais je dirais que la médecine est entravée du fait de travailler au milieu carcéral. Alors, toute ma discussion là aujourd'hui, vous allez voir, en 20 ans, tout est paradoxe dans une prison. On se demande pourquoi. La santé, je parle de la santé pour moi. Il y a beaucoup de confusion aussi, on a dit ce matin, entre droit et circulaire, et pourquoi plus une circulaire d'un directeur d'établissement pourrait supplanter le droit, alors qu'on est censé appliquer le droit, puisque les personnes qui sont en prison n'ont pas respecté le droit à l'extérieur. Alors, la loi de 94, c'est une bonne loi, on ne va pas revenir là-dessus. Elle permet de dispenser une offre de soins au moins équivalente à la population générale. Dans sa loi, c'est ce qu'elle veut dire, donc on s'y applique, c'est notre mission. Elle a fait rentrer l'hôpital dans la prison, donc on voit bien que même sur le plan européen, on est très peu nombreux à le faire. Vous avez que moins d'un tiers des pays européens, le système de santé est rattaché au ministère de la Santé, et dans la majorité des cas, c'est le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, ou un mix des deux. Mais bon, on peut dire que c'est une bonne loi et qui devrait normalement garantir la confidentialité. Cette confidentialité, elle rentre dans les 7 principaux fondamentaux vraiment pour les services de santé en prison, qui a été édité plusieurs fois par le Conseil de l'Europe et repris même récemment en 2015 par cette fameuse Nelson Mandela Rules, les lois de Nelson Mandela, qui reprennent vraiment encore une fois de plus, où on est censé tous avoir signé cette convention internationale, donc on devrait appliquer cette loi-là, qui est l'accès aux médecins, l'équivalence des soins, confidentialité et consentement, on oublie souvent le mot consentement, prévention sanitaire, intervention humanitaire, indépendance professionnelle et compétences professionnelles. Quand on regarde le détail, notre vécu aujourd'hui, on va d'abord voir sur le plan quotidiennement le lieu, pourquoi dans ce lieu on ne peut pas travailler, pourquoi on n'arrive pas à travailler dans ce lieu-là, et ensuite j'aborderai les conditions pourquoi on n'y arrive pas. Alors si je prends les soins en prison, l'accès aux médecins, elle est compliquée. En interne déjà, pour prendre un exemple, on a à peu près 30% des personnes qui ne viennent pas en consultation prévue. Donc, dans mon unité, on a 200 passages par jour. Et sur ces 200 passages par jour, j'ai 30% des personnes qui ne viennent pas à la convocation. Alors, on met un SPP, c'est-à-dire ne s'est pas présenté, on ne juge personne, mais il ne se présente pas. Et quand je regarde les extractions à l'hôpital, cette année, on aboutit à 40% d'annulation. Donc, l'accès aux médecins, déjà qui est la première principe fondamental, n'est pas appliqué. L'équivalence des soins, je mets un tout petit, bon, on va plus ou moins dire qu'on a une offre de soins équivalente. Confidentialité et consentement, je reste un peu utopique là-dessus. L'indépendance professionnelle, on en a beaucoup parlé, elle est mise à mal, on va en parler encore tout à l'heure, elle est mise à mal. Et encore récemment, j'ai reçu un courrier de mon directeur d'établissement me demandant d'arrêter de faire l'échange de seringues des personnes toxicomanes. Donc, je lui ai rappelé la loi de décret 2005, je lui ai rappelé la loi 2016, donc on lui a rappelé les lois. Il me dit, oui, mais dans mon établissement, c'est comme ça. Voilà, j'ai pas de loi, j'ai pas de circulaire, mais dans son établissement, c'est comme ça. Alors, je peux vous dire que c'est super parce que j'ai la lettre et je garde la lettre parce que c'est vraiment un collector de voir un directeur me dire, c'est comme ça chez moi. Voilà dans quelles conditions on peut parfois travailler malgré le droit. Donc, notre ami juriste, je ne sais pas s'il est là, mais il aurait pu nous aider à parler de ça. Et quand on parle de la compétence professionnelle, bien sûr qu'il
il y a des personnes compétentes qui interviennent en prison, mais je pense qu'il manque aussi des formations parce que de plus en plus, on a en charge des personnes dont on n'avait pas l'habitude de prendre en charge dans les prisons. Et oui, il manque une formation professionnelle dans les prisons. Juste pour vous dire, quand on parle de secret médical dans une prison, voilà, par exemple, voilà le genre de certificat que le magistrat va envoyer en prison en mettant tout clair, tout fort, que la personne a un VIH et de faire attention à lui. Donc, vous voyez, quand il arrive en prison, quelqu'un disait que quand quelqu'un rentre en prison, ça, c'est la lettre qu'a écrit le magistrat du patient qui est reçu donc, par le surveillant. Alors, le lieu. La loi nous dit que les personnes sous main de justice doivent avoir accès à une qualité de soins équivalente à la population générale. Ça a été rappelé donc en 2009, par la loi de 2009, mais en France, on a même toujours ça. Hein, le juriste, il est là, le juriste, parce que j'aimerais bien... Éric Péchillon, il est encore là? Éric Péchillon. Bon, c'est dommage. Parce que là, une phrase, alors, on nous dit qu'il faut faire pareil, il faut faire l'équivalence de soins, et on nous rajoute une phrase, une super phrase en bas, je vous ai mis en bas, c'est également la nécessité d'intégrer le contexte du monde carcéral et ses contraintes. Alors, cette phrase, personne n'arrive à l'expliquer, mais en fait, ça donne droit à la justice d'abord et ensuite à l'administration pénitentiaire de faire en fait ce qu'elle veut. Hein. Parce que le mot contrainte, si on regarde un petit peu le mot contrainte, le contrainte du milieu, c'est quoi les contraintes du milieu? Pour nous, santé, c'est la vulnérabilité. Voilà, notre contrainte, c'est travailler avec la vulnérabilité, précarité sanitaire, éducative, sociale, économique, la vétusté parfois la surpopulation, 150% parfois, la promiscuité, la violence, l'assainissement, les prises de risques, hein, toutes les prises de risques qu'on peut avoir en prison, les migrants ou demandeurs d'asile, moi je préfère le mot demandeur d'asile que migrants. Donc on a toute cette contrainte avec laquelle on doit travailler pour nous, santé, alors que pour la justice, la notion de contrainte, c'est la sécurité. Donc, on voit bien qu'on n'a pas les mêmes notions. Et la notion de contrainte pour elle reste un petit peu arbitraire. Hein. Je veux dire, la justice, si elle décide d'annuler une infraction, elle n'a pas à dire pourquoi. Elle dit je ne peux pas, ou je ne veux pas, ou je ne sais pas. Donc, on n'a pas de réponse à une annulation d'une extraction médicale vers l'hôpital. Et aussi, lorsqu'on est, tu parlais tout à l'heure des tutelles et du ministère, mais lorsqu'il y a arbitrage, c'est toujours en faveur de la sécurité que c'est pris. Ça a été encore récemment en 2017, puisqu'il y a eu la fameuse loi 2016, je reviens au programme d'échange de seringues, la loi est sortie, la loi a été votée, le décret d'application n'est jamais sorti, tout simplement parce que le syndicat s'est opposé à ce programme d'échange de seringues et n'a jamais pu avoir lieu. Le syndicat pénitentiaire, bien sûr, on est d'accord. Alors, on revient à la santé mentale, puisque c'est quand même important. Je vous ai mis là, quand même, au niveau européen et français notamment. On voit bien dans ce graphique, fermeture des lits d'hospitalisation à l'hôpital public, augmentation des patients. Voilà, le graphe a été fait par le CPT, hein, par le comité de torture, qui montre bien hein, cette chute des fermetures des lits en hôpital public et l'augmentation de ces mêmes patients qui passent à la prison. Ça coûte 100 € par jour de soigner un malade mental en prison, ça coûte 500 € par jour à l'hôpital. Donc, peut-être plus facilement d'envoyer quelques psychiatres en prison et d'envoyer les patients en prison, c'est peut-être plus facilement gérable. Alors, l'évolution, tu me disais pourquoi j'ai dit UXA. C'est vrai que UXA avait quand même pour nous une connotation qui était importante, puisque c'était une unité de consultation uniquement et de soins ambulatoires. En 2012, le législateur, ou je ne sais qui d'ailleurs, a décidé de passer à l'unité sanitaire. Voilà, il englobe tout, sanitaire, on fait tout. Donc jusqu'à maintenant, c'était vraiment consultation, soins ambulatoires, et on va de plus en plus maintenant à des soins non ambulatoires. D'accord? Et n'en déplaise aux magistrats, on entend souvent encore dire aujourd'hui, allez vous faire soigner en prison. Hein, et pour preuve, pardon? Et pour preuve, voilà, il y a un mois, un échange entre un suivi socio-judiciaire qui était donc à l'extérieur, qui est écrit au magistrat, l'hypothèse d'un délire érotomaniaque qui se faisait jour lors de la réunion du 15 mai 2018 ne fait que se confirmer, sachant les conséquences de ce type de fonctionnement qui ne permettent plus à celui qui en souffre de rester connecté à la réalité, donc on parle bien d'un patient qui n'est plus connecté à la réalité, qui est en plein délire, et la seule solution qu'il faut lui trouver, c'est de l'envoyer en prison pour se faire soigner, alors qu'il était en suivi socio-judiciaire.
Et d'autant plus, juste pour l'histoire, l'objet de son amour qui fait automaniaque est en prison. Donc là, au moins, peut-être que la confrontation directe va faire en sorte qu'il aille mieux. Voilà. Et ensuite, pareil, ça a été dit aussi tout à l'heure, mais l'évolution toujours de ce terme UXA en unité sanitaire, on connaît tous les 3 niveaux d'intervention, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Est-ce que c'est pour rendre, quelqu'un l'a dit, je crois que c'est mon collègue de la Réunion qui a dit que est-ce que actuellement on est en train de travailler dans des conditions, est-ce qu'on doit rendre des conditions acceptables pour qu'il reste en prison ou quoi? C'est là où je pense que le mot unité sanitaire me gêne beaucoup, c'est qu'on est en train de faire en sorte que les personnes puissent rester en prison et ne pas se faire soigner dehors. Et donc, encore une confusion entre lieu de soins et quels soins donnés en prison. Autre confusion sur le suicide, la confusion délicate qui découle de l'usage commun qu'utilise l'administration pénitentiaire quand elle parle de prévention de suicide, alors que là, s'il s'agit d'un terme de soins, comment l'administration pénitentiaire peut se prévaloir de faire du soin, et toujours dans la confusion. Lorsqu'on regarde les justices en détention qu'on donne à toutes les personnes qui rentrent en prison, on met pêle-mêle le médecin avec le surveillant, avec le SPIP, avec tout le monde. Si vous avez envie de vous suicider, parlez-en. Le soin est oublié. On a même inventé le mot co-détenu de soutien pour un peu pallier aux soins, comme si la santé ne pouvait pas elle-même prendre en soin. Autre confusion aussi, c'est la préparation à la sortie. Comment une mission de surveillance peut aussi s'occuper de la réinsertion, ça c'est aussi un autre problème. Et surtout, ça a été dit aussi ce matin, tout à l'heure, c'était que la mission du SPIP a changé. Hein. On n'est plus dans une mission d'insertion, mais bien de surveillance et non plus d'insertion. Donc il n'y a plus dans les prisons, que ce soit du côté sanitaire ou du côté pénitentiaire, des personnes qui s'occupent de réinsertion aujourd'hui. L'action de santé, comment voulez-vous faire une action de santé en prison lorsque la liste doit être envoyée à l'administration pénitentiaire et qui va décocher des personnes? C'est-à-dire que les personnes qui sont inscrites volontairement pour une action de santé peuvent être décochées par l'administration pénitentiaire qui estime qu'il ne faut pas mettre les personnes ensemble. Donc là aussi, confusion entre le soin et la pénitentiaire. Les RPS, je vais vous montrer quelques exemples. Le Généis CPU et récemment le C d'orientation aussi. Autant de dossiers aujourd'hui qui sont brûlants puisque c'est comment on va manipuler le système de santé avec nous. Sur la réduction de peine, vous l'avez ici. Allez-y, on peut y aller, diapo aussi. Encore, voilà. Quand on voit sur le guide détenu, il est bien marqué d'aller voir le médecin pour avoir une thérapie destinée à limiter les risques de récidive. Donc c'est encore, ça c'est écrit, hein, je veux dire, voilà, vous prenez le livre à la page 43, vous verrez qu'on envoie les personnes en prison pour se faire soigner, pour qu'il n'y ait plus de récidive. Autre confusion aussi, pour les RPS, lorsqu'on nous envoie ce genre de papier, comme si on allait remplir le papier. Voilà. Donc voilà, ma réponse, vous l'avez, quand on me pose ce genre de questions, j'ai dit voir avec le patient. Et puis, allez-y, diapo suivante, pareil. Alors, l'expertise, on arrive à l'expertise. Hein. Bien sûr, notre code de déontologie, je veux dire, je ne vais pas revenir là-dessus, on ne peut pas être médecin traitant, médecin expert, on l'a assez dit. Et même dans l'article 2009, la loi 2009, il est bien dit, il est bien stipulé que on ne doit pas être expert. Et pourtant, c'est notre quotidien. Voilà encore un courrier qu'on reçoit où on nous demande une personne. Alors c'est une personne qui était vue à l'extérieur. On parlait d'expertise tout à l'heure, qui est expertisée à l'extérieur, qui a un non-lieu et qui se retrouve en prison. Diapositive suivante, qui se retrouve en prison. Et en prison, on nous demande notre avis de savoir si on peut faire en sorte qu'il aille en SDRE plutôt que d'être voilà. Donc, expertise même en amont, même une expertise en amont n'a pas suffi pour que la personne aille se faire soigner. Elle rentre en prison et une fois en prison, on nous demande notre avis de dire qu'elle doit se faire soigner. Voilà encore des confusions. Bon, voilà, j'en passe. Je peux vous en passer comme ça. Toutes les semaines, on est sollicité. Encore récemment, le dernier papier qui est sorti par l'administration. Allez-y, voilà. On nous demande bien, maintenant, pour tout ce qui est santé, est donné rempli par un administratif maintenant de l'administration pénitentiaire qui est rempli, à savoir, est-ce que le patient nécessite un fauteuil, est-ce qu'il nécessite un oxygène. Ce n'est plus à nous de le remplir, maintenant c'est aux surveillants de le remplir. Donc en confusion, on ne peut pas faire mieux. Les addictions, alors je vais passer rapidement parce que mon collègue me demande d'arrêter en 1 minute, mais je vais donner la parole pour 1 demi-heure, mais bon, c'est pas grave.
L'équivalence de soins, allez-y, l'équivalence de soins, je ne parle pas des addictions, de toutes les comorbidités, parce que la santé mentale, c'est aussi les addictions et des comorbidités psychiatriques qui accompagnent l'addiction. On parle de pathologies duelles, de plus en plus aujourd'hui, il faut en tenir compte. Le handicap, tierce personne, oui, mais on sait tous très bien, on a eu l'exemple là, il y a des signatures entre l'administration pénitentiaire et des associations, mais qui mettent 6 mois avant d'intervenir pour la première fois pour des raisons bien précises. Et on oublie aussi la précarité dans ce cadre où, pendant des années, on nous a dit de faire la continuité des soins des personnes qui rentrent en prison. Donc, on l'a fait. Maintenant, on fait du soin en prison. Et plus la personne est précaire, quand elle va sortir, on sait maintenant tous que tout va s'arrêter à la sortie. Donc, je veux dire, la continuité, elle doit se faire aussi dans les deux sens, en entrée en prison, mais aussi à la sortie de prison, et qui, malheureusement, aujourd'hui, on le voit. C'est-à-dire, on sait que la personne, on peut se fermer les yeux, comme tu dis, on va donner une ordonnance, on va donner un rendez-vous, on va faire presque tout ce qu'il faut, mais on sait qu'elle ne sait pas où dormir ce soir, et ne sait pas si elle va avoir les papiers un jour. Donc là aussi, la continuité des soins doit se faire à l'extérieur. Le paradoxe, c'est maintenant le soin en prison et les soins qui s'arrêtent quand on sort de prison. Bon, rapidement, je passerai, ça c'est simplement un diagnostic fait par l'Europe qui montre bien que en prison, la prévalence est très élevée pour tout ce qui concerne les cancers, maladies cardiovasculaires, les pertes. Voilà. Je voulais revenir à la santé mentale en vue des chiffres, mais c'est aussi toutes les pathologies qui sont surreprésentées en milieu carcéral. La liste est infinie, donc on va pas s'arrêter, on va pas pouvoir tout faire, mais juste dire aussi que tout ce travail-là est fait à moyen constant. Ça veut dire que quand j'ai commencé en prison, il y avait 500 détenus, on a 950 détenus, et aujourd'hui, le calcul du nombre de personnes qui doivent travailler en prison est fait uniquement sur une base théorique et non pas sur la pratique même. Ça veut dire combien de patients sont actuellement incarcérés. L'autre confusion, la CPU, mais je vais passer rapidement, c'est fini. La CPU, juste pour dire que pour la CPU, c'est vrai que la loi de 2009 avait dit que les personnels de santé ne devaient pas intervenir au CPU. Un décret litigieux en 2010 qui va dire le contraire. À nouveau en 2012 pour dire il ne faut pas. Donc la circulaire 2012 qui montre bien qu'on ne peut pas, on ne doit pas, il ne faut pas aller intervenir en milieu carcéral. Et demain, juste pour finir, la télémédecine, pourquoi faire? Alors, vraiment, je me pose la question, est-ce que c'est pour remplacer les humains? Est-ce qu'il faut commencer maintenant à tout faire par télémédecine? Ça fait peur. La télémédecine peut apporter quelque chose, peut être un outil, mais en aucun cas ne doit remplacer l'humain, alors qu'on est en train d'humaniser les prisons. Maintenant, on nous dit de faire le contraire, c'est-à-dire d'arrêter de mettre des humains dedans et de mettre des robots ou des machines pour faire ça. Et plus on mettra de la télémédecine, ce que ne sait pas l'administration pénitentiaire, peut-être il faudra leur dire, ce qu'il y aura plus d'extraction. Parce que vous avez un spécialiste en face, vous lui montrez une image, vous lui montrez une main avec quelque chose, il va la regarder, il va dire, vous l'envoyez faire un scanner, j'ai besoin d'un scanner. Donc plus vous allez avoir des intervenants, des spécialistes par télémédecine, et plus il y aura de demandes d'examen, et donc il va falloir faire des extractions. Après le mot récidive, maintenant on veut médicaliser, bon, c'est pas le propos d'aujourd'hui, mais la dangerosité, la radicalisation, tout ça c'est le terme auquel il faut qu'on fasse attention parce qu'on a une pression pluriquotidienne pour cela. Alors, on va passer rapidement à la conclusion parce que sinon... Alors, le droit à la santé s'applique à toute personne, donc les soins en prison, oui, mais avec un respect des missions et d'autonomie, du point de vue éthique et déontologique dans la relation aux détenus, les rapports à l'administration pénitentiaire, aux surveillants, aux CEPIP, aux magistrats, aux avocats. Il faut vraiment qu'on ait cette indépendance et qu'on la garde. Et juste, voilà, une dernière phrase. Ça, c'est allez-y. Allez-y encore. Voilà, le dernier tract qu'a envoyé, allez-y, c'est bon. Voilà, le dernier tract. Très clairement, parce qu'il est le tract des syndicats pénitentiaires, très clairement, le monde médical doit être recadré dans son approche et son manque d'implication, de sensibilisation, à savoir la sécurité. Donc ça veut dire qu'on veut nous changer nos missions maintenant, de passer du soin à la sécurité. Et c'est ma conclusion. Allez-y. Alors ma conclusion, c'est juste pour dire que l'égalité, parfois quand on parle d'égalité, c'est un même support, mais il y a une inéquité. Quand vous parlez d'équité, vous mettez le support différemment, mais il y a une inégalité. Et lorsqu'il n'y a aucun support, c'est ce qui fait que tout va disparaître. Et je vous remercie beaucoup. Ah oui, ça il y a des positifs. Ça, ouais. Voilà, et je pense qu'il faut éviter ce genre d'amalgame, puisqu'une maison d'arrêt, ce n'est pas une déchetterie. Merci beaucoup. C'est une photo vraie. Hein. C'est une photo où on montrait l'indication de la prison, la direction de la prison, en mettant déchetterie à côté. Voilà.
Bon, alors après ces deux interventions de nos collègues somaticiens, on va passer donc à David Twitou, qui est psychiatre, qui intervient au pôle SMPR UHSA à la prison de Fresnes et qui va nous parler des soins spécifiques en UHSA. Toi, David. Merci Michel. Tout d'abord, je souhaitais remercier Madame la sénatrice Esther Benbassa de nous avoir réunis aujourd'hui pour parler des soins psychiatriques aux détenus. Et je pense que les personnes détenues méritent qu'on puisse s'intéresser à leur santé mentale. Et de m'avoir invité à parler de l'UHSA. Alors l'UHSA, c'est une structure sur laquelle une structure sur laquelle on aime bien taper. Et pourtant, je suis assez fier de ce que l'on peut faire en UHSA. Donc, je suis le docteur Twitou, je suis médecin psychiatre, je suis chef de service de l'UHSA Paul Verlaine, qui est l'UHSA d'Île-de-France. Mon propos aujourd'hui n'est pas de vous décrire ce qu'est une UHSA, mais plutôt ce qu'on peut y faire en UHSA. Je vais quand même, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce qu'est une UHSA, reprendre un peu les propos de Madame Hazan de tout à l'heure, à savoir en effet que c'est un service de psychiatrie relativement classique, on va dire, pour une population qui, elle, ne l'est pas classique, et qui est entourée d'une coque pénitentiaire dont la mission est de sécurisation des locaux. Comme on l'a dit tout à l'heure, la psychopathologie en milieu carcéral, elle est clairement surreprésentée. Il y a, alors en France, on est assez mauvais dans tout ce qui est recherche épidémiologique et même recherche médicale de manière générale. Les anglo-saxons sont bien meilleurs que nous. Les dernières études épidémiologiques françaises sont en effet celles de Rouillon-Falissard, mais aussi celles de l'Adresse, etc. Elles sont pas toujours sur la même quantification des problèmes de santé mentale. Pour autant, elles montrent toutes qu'il y a une surreprésentation des pathologies mentales, qu'elles soient psychotiques, c'est-à-dire des maladies délirantes, qu'elles soient anxieuses, qu'elles soient timiques. Et elles montrent aussi qu'il y a un effet néfaste du milieu carcéral sur certaines personnes fragiles et à l'origine de l'émergence de troubles. C'est les meilleurs pour faire de recherche épidémiologique, ce sont les anglo-saxons, comme je l'ai dit, et c'est surtout Sena Fazel, qui est psychiatre en Angleterre et qui fait beaucoup de méta-analyses sur la santé mentale, les différentes recherches en santé mentale au niveau mondial, et qui montre que, de manière générale, dans les pays industrialisés, il y a une surreprésentation des maladies mentales, des maladies délirantes, environ 5 à 15 fois supérieure à la population générale. Il ne faut pas oublier que la schizophrénie, qui est la maladie délirante la plus classique, est d'environ 1% dans la population générale. Elle se situerait entre 5 et 15% dans la population pénale, ce qui est bien supérieur. Il y a aussi différents troubles, les taux de suicide, etc. Et le peu d'irresponsabilité pénale pour cause de troubles mentaux, c'est-à-dire l'application du premier alinéa de l'article 122 du Code pénal dont on a parlé tout à l'heure. Diapo suivante. Les plus fragiles. Alors, les plus fragiles en détention, c'est un concept assez large. C'est-à-dire la fragilité psychique, elle est aussi bien une fragilité en lien avec une maladie mentale existante, mais elle est aussi en lien avec éventuellement un trouble de la personnalité, ou elle est aussi en lien avec éventuellement un caractère particulier qui fait que l'adaptation au monde carcéral va être problématique et va créer l'émergence de différents symptômes. Et cette détention des plus fragiles, elle est particulièrement mise à mal. Clairement, dans les études internationales, les personnes plus fragiles, notamment psychotiques, sont plus fréquemment placées au quartier disciplinaire, car il y a une inadaptation et une mauvaise compréhension de leur comportement au milieu carcéral par l'administration pénitentiaire. Ils obtiennent moins fréquemment une libération conditionnelle. Ils ont moins facilement accès au travail. Près de 50% d'entre eux arrêtent leur traitement, soit à l'occasion de l'arrivée en détention, soit au cours de leur détention, du fait notamment de la stigmatisation. Les difficultés d'adaptation sont aussi bien inhérentes à leur pathologie, qu'il y a en plus une pathogénie du milieu carcéral du fait de différents facteurs qui provoquent l'émergence de problématiques psychiatriques.
Les fragiles sont 2 fois plus à risque d'être victimes de violences, qu'elles soient physiques ou sexuelles. Et comme on l'a rappelé tout à l'heure, la France a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme, notamment dans l'affaire Rivière contre France, sur l'inadaptation des conditions de détention, c'est-à-dire l'incapacité de la prison à pouvoir s'adapter à des profils psychiatriques particuliers et à proposer des soins compatibles, adaptés à chaque personne. La diapo suivante. Alors, le plus souvent, ce que j'aime à dire, c'est que quelle que soit la problématique psychiatrique en détention, ce qui est source de décompensation, c'est-à-dire d'expression de symptômes, c'est les facultés d'adaptation. C'est-à-dire, souvent, les malades fragiles, présentant des troubles de personnalité ou présentant d'authentiques maladies psychiatriques, présentent des difficultés d'adaptation qui, lorsqu'ils seront mis dans un contexte pour le moins pathogène qu'est celui de la prison, dans ce contexte, on saupoudre un peu de cannabis et d'autres substances illicites qui fait jamais bien à la santé mentale, et bien on se retrouve avec d'authentiques épisodes psychiatriques, qui soient des épisodes délirants aigus, qui soient des épisodes thymiques avec cris suicidaires, etc., et qui expliquent que ces personnes ont plus besoin de soins en santé mentale que la population générale. Diapo suivante. Les offres de soins psychiatriques, Michel David l'expliquera probablement tout à l'heure, il y en a 3 niveaux en termes d'offres de soins psychiatriques. Le premier niveau, qui est l'essence même de la psychiatrie intracarcérale, qui est la consultation ambulatoire au sein des UXA, c'est-à-dire services de santé somatique, au sein des SMPR, là où il y a des SMPR. C'est le très gros travail psychiatrique pour les personnes détenues. Le deuxième niveau, pour les personnes pour lesquelles le niveau 1 est dépassé, c'est les hôpitaux de jour intracarcéraux avec des prises en charge spécifiques. Le troisième niveau, c'est celui de l'hospitalisation à temps complet, c'est-à-dire à l'hôpital, soit de préférence, préférentiellement dans les UHSA, quand les UHSA ont la capacité de répondre aux demandes, soit sinon la poursuite de ce qui existait avant, de l'application de l'article D398 du Code de procédure pénale qui permet d'extraire un individu qui présente un état de santé mentale non compatible avec les détentions vers un hôpital psychiatrique de rattachement de manière à faire une hospitalisation à temps complet. Diapo suivante. Alors, ce niveau 3, cette création des UHSA, elle date de la loi de 2002, on l'a dit tout à l'heure, et à quoi elle répondait notamment aux difficultés qui étaient rencontrées lors des hospitalisations psychiatriques avant l'avènement des UHSA, notamment le fait que le mode de soin était unique, le soin sous contrainte, même si la personne avait une conscience des troubles et adhérait à une hospitalisation, il fallait forcément produire un certificat médical de manière à l'hospitaliser. Les conditions d'accueil, comme on l'a dit tout à l'heure, en effet, autant pour les soins somatiques, les personnes détenues sont accompagnées par la pénitentiaire, puis le plus souvent gardées par la gendarmerie ou les forces de l'ordre de manière à assurer la sécurité. Pour les soins psychiatriques, c'est une ambulance de l'hôpital qui vient chercher la personne détenue. Il est hospitalisé dans le service de psychiatrique au milieu des autres patients du secteur, dans un service qui ne connaît pas ce patient et qui n'est pas du secteur de rattachement au sens de la sectorisation psychiatrique, et qui doit assurer aussi bien les soins psychiatriques que la partie de sécurisation. Et donc le plus souvent, qu'est-ce qui se passait? C'est que ces patients se retrouvaient enfermés dans des chambres d'isolement, voire contentionnés, de manière à prévenir toute possibilité de fugue pour ce qui est des soins, puisque quand on part de l'hôpital alors qu'on est en soins sous contrainte, c'est une fugue, d'évasion pour ce qui est du statut pénal, parce que quand on sort d'une structure où on est retenu, eh ben c'est une évasion au sens pénitentiaire. La brièveté des séjours, alors dans ces conditions, évidemment, heureusement, les médecins psychiatres ne prolongeaient pas outre mesure le séjour en chambre d'isolement et en contention, et le plus souvent s'arranger pour traiter au plus rapidement les personnes pour les renvoyer en détention, avec des démarches administratives plutôt lourdes. Diapo suivante. Alors cette diapo est très mal sortie parce que c'est pas avec PowerPoint, mais ça fait rien. Ce que
Comment elle devrait sortir? Elle devrait sortir avec des flèches jaunes qui tournent et qui montrent le cercle vicieux qui se passait, à savoir des hospitalisations séquentielles, des personnes qui sont fragiles, des retours en détention qui sont faits trop rapidement, le plus souvent en détention une stigmatisation du fait de, on les catalogue comme prenant des traitements psychotropes, étant suivis par le psychiatre, le psychologue, etc. Une réticence pathologique, un relais peu travaillé, qui a entraîné des arrêts de traitement, des rechutes symptomatiques, et on repartait sur un cycle hospitalisation, etc., de façon régulière. Alors, la diapo suivante, en quoi les UHSA ont permis des avancées? Les UHSA ont permis déjà d'hospitaliser les personnes en soins librement consentis, et c'est une avancée importante parce que pour l'adhésion aux soins, l'alliance thérapeutique, c'est quelque chose à promouvoir. Selon les UHSA, ce que l'on souhaite tendre, c'est 50% d'hospitalisation librement consentie, 50% d'hospitalisation sous contrainte en SDRE, ce qui peut être réalisé pour certaines d'entre elles. Ce sont donc des structures spécialisées dans lesquelles les durées moyennes de séjour vont, comme dans des services de psychiatrie de secteur classique, entre 45, voire quelquefois un peu plus, 60 jours, ce qui est bien supérieur aux durées moyennes d'hospitalisation avant en D398. Alors, quand on hospitalise pendant 45 jours un patient, évidemment, on le soigne en principe mieux que quand on l'hospitalise 3 à 5 jours, et on travaille d'autres choses. Les personnels qui n'étaient pas formés à la clinique carcérale en D398 parce qu'ils s'étaient habitués à la clinique de secteur classique sont en UHSA plus formés à la clinique de la psychiatrie carcérale, et c'est des soins qui sont plus cohérents du fait de la possibilité d'hospitalisation séquentielle. On retrouve les patients qu'on connaît et avec qui on travaille l'alliance thérapeutique. Diapo suivante. Alors, vous voyez, j'ai les mêmes endroits où je trouve mes petits cartoons que mon collègue. Il y a des écueils, évidemment, avec l'avènement des UHSA. Les écueils qu'on peut soulever, c'est éventuellement la tendance à la psychiatrisation de certaines présentations cliniques, c'est-à-dire la pression pénitentiaire auprès des professionnels de santé en milieu carcéral, à vouloir hospitaliser dès qu'il y a le moindre trouble du comportement et un peu en aggravant les tableaux cliniques. Donc l'importance est aussi pour les professionnels de santé de pouvoir rester dans les cliniques. Peut-être aussi l'écueil, c'est la moindre réticence des juges des libertés à incarcérer. En France, on a beaucoup le recours au mandat de dépôt, correctionnel comme criminel, et peut-être qu'éventuellement avant les UHSA, les personnes les plus fragiles ne faisaient pas l'objet d'un mandat de dépôt et étaient en contrôle judiciaire. L'écueil des UHSA et peut-être aussi de favoriser ce recours au mandat de dépôt parce qu'on sait que l'offre de soins est plus viable en détention. Et surtout, l'UHSA n'est pas un lieu d'incarcération. Comme l'a dit Madame Hazan, on s'arrache et on s'attelle à dire que ce ne sont pas des cellules, ce sont des chambres, ce n'est pas une prison, c'est un hôpital. Diapo suivante. Alors pourquoi doit-on faire des soins spécifiques en UHSA? Notamment parce qu'il y a une très forte stigmatisation des malades mentaux en détention, on l'a dit, parce qu'il y a un impact important, malheureusement, des effets secondaires des psychotropes, c'est-à-dire que l'objectif des médecins psychiatres n'est pas de donner des psychotropes pour sédater, mais s'il existait des médicaments psychotropes qui n'avaient qu'une vocation antidélirante, par exemple, ou anxiolytique, sans avoir d'effets secondaires sur la constipation, sur la désédation, etc., ça serait parfait. Or, ça n'existe pas actuellement, ce qui fait que les personnes détenues rentrent en détention et disent « Moi, je dois pouvoir me défendre en cours de promenade. Et avec votre traitement, je suis trop fatigué, je ne peux pas me défendre. » Et c'est aussi, avec la stigmatisation, ce qui explique notamment les raisons pour lesquelles ils arrêtent leur traitement. L'effet pathogène du milieu carcéral, on en a parlé, la démographie médicale en milieu carcéral avec la question de l'attractivité et des moyens alloués à la psychiatrie intracarcérale et à s'occuper de cette surreprésentation des malades mentaux en détention. Diapo suivante. Qu'est-ce qu'on peut faire comme soins spécifiques en UHSA? Les UHSA ont chacun leur projet médical et organisent les soins tels que le sont conçoivent. Cette possibilité de prendre en charge des patients sur des durées plus longues
que les durées classiques qu'il y a en D398 permet de travailler d'autres choses spécifiques à la clinique carcérale, et notamment des groupes de reconnaissance de la maladie, qui sont des groupes pluriprofessionnels et qui permettent de favoriser l'insight, ce qu'on appelle l'insight, c'est-à-dire la reconnaissance de la maladie par le patient, la compréhension de sa maladie, des troubles, des conséquences de sa maladie. Les groupes d'éducation thérapeutique qui permettent d'assurer une meilleure autonomie des patients dans la gestion de leur traitement en détention. Il faut savoir qu'en détention, le plus souvent, l'infirmier passe avec une pochette dans laquelle il y a un amoncellement de traitements qui est donné pendant une semaine. Quelquefois, dans des lieux de détention, on arrive parce qu'il y a assez d'infirmiers pour faire des passages quotidiens, mais on les réserve aux personnes vraiment les plus fragiles. Donc, il faut connaître son traitement quand on sort de l'hôpital, de manière à prendre les bons traitements au bon moment. Il y a également de nombreux groupes pluridisciplinaires qui permettent de travailler justement cette autonomie, cette hygiène, etc. pour le retour en détention. Diapo suivante. Alors, en UHSA, la spécificité qui est la professionnalisation des personnels, quels qu'ils soient, c'est aussi de travailler dans la prise en charge sociale. On met en place des permissions de sortir, on travaille avec le CIP, on travaille avec le juge d'application des peines pour mettre en place des permissions de sortir, des aménagements de peine, de manière à ce que ça puisse être en cohérence avec l'état de santé mentale de la personne. On travaille la coordination, évidemment, avec le personnel pénitentiaire. C'est aussi la possibilité d'inscrire sur un temps important la personne à l'intérieur d'un dispositif de santé. Diapo suivante. Donc on travaille l'hygiène pour permettre un retour qui se passe au mieux en détention. On travaille avec les familles au cours d'entretiens familiaux qui sont permis, qui sont beaucoup plus difficiles en détention dans les parloirs, qui sont beaucoup plus faciles en UHSA. Le soin dictologique avec des conditions de prise en charge qui sont meilleures. Diapo suivante. Alors, il reste encore énormément de choses à faire, évidemment. La question de la suspension de peine pour raison médicale, alors appliquée aux raisons psychiatriques. Quelles raisons psychiatriques pourrait-il y avoir et dans quelles conditions pour obtenir une suspension de peine? Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment réfléchir, car avec mes collègues chefs de service du HSA, on n'arrive pas à... on n'a pas réussi encore à avoir une suspension de peine pour raison psychiatrique. Évidemment, il faudrait un renforcement des soins de niveau 2, c'est-à-dire des lits d'hospitalisation de jour avec une vraie mission régionale des lits d'hospitalisation de jour pour permettre à ce que l'ensemble de la population détenue puisse avoir accès, en sortant du HSA, pour les plus fragiles, à ces lits d'hospitalisation de jour, qui, en effet, comme le disait Madame Hazan, n'ont plus beaucoup cette vocation régionale. Et le recours aux expertises, notamment dans les comparutions immédiates ou toutes les procédures correctionnelles qui n'ont pas recours à l'expertise psychiatrique et qui fait que notamment beaucoup de personnes qui pourraient bénéficier d'un premier alinéa se retrouvent en détention. Diapo suivante, je vous remercie pour votre attention. Alors, on va encore changer un petit peu. Finalement, c'est moi qui vais intervenir maintenant et je laisserai M. Delarue intervenir après avec son expérience et le côté du sage viendra voir et exposer un peu son expérience sur le sujet et puis de réagir aussi sur l'ensemble un peu de ce qu'on a pu se dire. Alors, moi, le thème de mon intervention, je vais essayer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, essayer de m'ajuster à ce qu'on a pu dire et peut-être insister sur un certain nombre de points. C'est en tout cas comme leitmotiv, c'est maintenir le cap sanitaire. Hein, comme vous le voyez, bien souvent, les uns et les autres ont tous parlé des difficultés à garder ce cap sanitaire. Mais c'est aussi une question, pourra-t-il garder le cap sanitaire? Et par rapport à beaucoup de choses qui ont été dites, justement, il y a beaucoup d'interrogations à pouvoir faire. Alors, psychiatrie en prison, Madame Benbassa, il fallait vraiment oser comme terme. Hein. D'abord, c'est psychiatrie en prison. Déjà, le titre est un petit peu peut faire réfléchir. Et puis en même temps, c'est deux sujets quand même qui associés sont relativement rebutants. La psychiatrie, on peut pas dire que ça attire vraiment les foules. Quand c'est exposé souvent médiatiquement, c'est pas forcément très positif. C'est vrai que bien souvent, le contrôle général et les privations de liberté faisant son travail pointe des dysfonctionnements graves que tout à fait inacceptables. Mais c'est quand même ça aussi qui va pouvoir ressortir dans l'opinion publique avec une vision, par exemple, si on se mettait
été attaché tout le monde dans les hôpitaux, alors que quand même 90% des gens sont suivis en ambulatoire et ne sont pas hospitalisés. Donc il y a toute une partie de la psychiatrie qui n'est pas du tout une psychiatrie coercitive. Mais enfin, l'image médiatique, c'est notre société, donne une image qui n'est pas toujours positive. Et puis la prison, effectivement, c'est aussi un sujet qui intéresse... Bon, après tout, je ne sais pas comment ça intéresse l'opinion publique, mais après tout, que les méchants soient surpeuplés dans les prisons et dans des conditions relativement indignes, voir qu'ils se suicident, ça fait des méchants en moins. Par moment, on se demande si vraiment, au niveau de ça, c'est là, du fait des politiques qui ont un rôle effectivement important pour peut-être faire une autre pédagogie, mais en tout cas une tâche difficile, puisqu'on n'a pas une opinion publique en ce moment qui est très tolérante. Donc maintenir le cap sanitaire dans ce contexte, c'est finalement quelque chose d'extrêmement difficile. Alors, on n'a pas été aidé pendant un certain temps au niveau institutionnel. Alors, on l'a été pendant environ 8 ans, jusqu'en 2013. On avait le docteur Dominique Pétonclin qui avait une mission importante à la DGOS et qui impulsait les soins aux personnes détenues, qu'ils soient psychiatriques ou qu'ils soient somatiques, et qui avait quand même fait une action importante. Puis, entre 2013 et 2016, il y a eu une période de battement. Depuis 2017, il y a eu un petit progrès, puisqu'il y a eu 2017, 2 comités qui sont mis en place. Un comité de pilotage de la psychiatrie qui est piloté par la DGOS et le docteur Yvan Halimi, dont un atelier psychiatrie en milieu pénitentiaire, dont je suis le co-référent avec le professeur Pierre-Thomas de Lille. Et puis un deuxième comité qui est le comité de suivi de la stratégie nationale santé des personnes sous main de justice. Faut le dire, avec ces groupes de travail qui sont là, copilotés par la DGS et qui doivent s'articuler, qui doivent essayer de s'articuler entre eux sur un certain nombre de sujets, qui peuvent aussi participer de temps en temps, mais pas très bien, à ce fameux guide méthodologique. Alors, juste pendant que j'y pense, sur le guide méthodologique, d'accord, c'est un guide qui accompagne une circulaire, mais il n'empêche que le guide méthodologique compile un certain nombre de textes, y compris quelquefois des textes qui sont des lois et des décrets. Donc, rejeter le guide méthodologique de manière comme ça facile en disant c'est une circulaire qui l'accompagne, c'est facile, parce que quand même il y a des textes de loi qui sont dedans, et donc c'est ça qui demande un travail ardu, c'est d'essayer de repérer dans chaque partie de ce guide méthodologique ce qui relève de la loi, du décret ou de la circulaire. Donc, on peut espérer peut-être maintenir le cap sanitaire avec cette mobilisation des pouvoirs publics et du ministère de la Santé. Alors, quelques enjeux de la psychiatrie en milieu pénitentiaire. Alors, on a parlé un petit peu du secteur de la psychiatrie en milieu pénitentiaire, mais la notion de secteur est quand même une question qui pose un problème actuellement. La loi de santé, de modernisation de notre système de santé l'a un peu rétabli, mais vraiment timidement, et on ne sait plus trop ce que c'est que le secteur. C'était quand même une super invention en 1960, puisque là, c'était le virage ambulatoire avant l'heure de tout ce que l'on veut. Ça n'a pas forcément été appliqué de la même manière partout, avec des moyens différents, donc on peut y avoir des critiques, mais globalement, c'était quand même une innovation extraordinaire d'arriver à articuler l'extérieur, l'intra et l'extra. Bon, et alors le bizarre, c'est que le secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire, c'était quand même sortir de l'asile. C'était sortir Et en 85-86, quand on a légalisé parce qu'avant c'était une circulaire, le secteur de psychiatrie générale, le secteur de psychiatrie infanto-juvénile et le secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire qui a été créé à ce moment-là, on a créé un secteur qui renferme dans un espace clos. Alors que l'idée du secteur, c'était de sortir de cet espace clos. Donc il y a un paradoxe dans la naissance du secteur psychiatrie en milieu pénitentiaire. Donc la question aussi est de savoir actuellement, c'est la psychiatrie en milieu pénitentiaire, est-ce que c'est une psychiatrie à part ou une psychiatrie à part entière. Et quand j'utilise ce terme-là, c'est comme j'étais aux Antilles pendant longtemps et que les attaches à la fois professionnelles et familiales aux Antilles, vous savez que c'était une phrase d'Aimé Césaire qui disait « Est-ce que les Antillais sont des citoyens à part entière ou entièrement à part ?» Donc évidemment, c'est une phrase que j'ai eu souvent envie d'utiliser pour la psychiatrie. Alors, en même temps, on a parlé, David a évoqué les 3 niveaux de soins. On a même 3 niveaux de soins dans le guide méthodologique, effectivement, comme vous l'avez expliqué, enfin l'ambulatoire avec le CATTP ambulatoire, l'hôpital de jour niveau 2, qui est un truc un peu hybride, qui est un peu compliqué. Le niveau 2, c'est pas tout à fait l'hôpital de jour de l'extérieur, et puis le niveau 3, l'hospitalisation. C'est pas tout à fait la même chose que dans le droit commun. Les niveaux de soins en droit commun et d'organisation des soins ne sont pas les mêmes. Là, on a quelque chose qui est très carcéralo-centré et pour lequel on a cette tendance au repli. Donc, il faut repenser aussi ces 3 niveaux de soins à la lueur des UHSA qui ont changé les choses et je reviendrai sur les UHSA tout à l'heure. Donc, la poursuite du programme UHSA est une vraie question. On a un représentant de l'IGAS ici qui va être sur cette mission-là. C'est une mission, on attend beaucoup, et parce qu'il y aura vraiment beaucoup de choses à évaluer. Au niveau de la SPMP, on le demande depuis 2013, une évaluation des UHSA, avec plein de points
Parce qu'une évaluation des UHSA, c'est vraiment qu'est-ce qu'on y fait, comment c'est élaboré, comment c'est créé, comment ça fonctionne, qui est-ce qu'on y accueille, combien ça coûte, combien... Enfin bon, ils ont du boulot au niveau de la mission pour travailler sur ça. Donc, avec tous ces enjeux, est-ce qu'on va pouvoir maintenir le cap sanitaire? C'est quand même une vraie question. D'autant plus que on est pris dans, quand même, et plus d'une personne l'a dit, dans des objectifs sécuritaires importants. Pas la psychiatrie en règle générale. Hein. Vous savez que de plus en plus, on a du mal, par exemple à l'hôpital psychiatrique, à demander des mains levées de soins sur décision du représentant de l'État pour des motifs sécuritaires. Et alors si malheureusement la pauvre personne est fichée S, là ça devient quasiment mission impossible. Et autour de toutes ces questions de radicalisation haute, il y a une infiltration actuellement des renseignements généraux qui essayent d'avoir des tas d'informations au niveau des hôpitaux de manière plus ou moins directe pour savoir qu'est-ce qui se passe, que les gens ont changé. Voilà, nous demande un certain nombre de choses. Donc même la psychiatrie en milieu ouvert est mise en difficulté par rapport à des confidentialités. La psychiatrie en milieu pénitentiaire est la cerise de ségrégation que j'évoquais. Donc avant toute forme de changement, je crois qu'il faut vraiment pouvoir interroger et la psychiatrie générale qui est en crise et la prison avant de penser des évolutions, qu'on ne soit pas dans une impulsivité législative comme quelquefois c'est souvent le cas et qui change des choses et après on s'en veut, on n'y arrive pas. Donc maintenir le cap sanitaire, c'est un peu illusoire si le sécuritaire... Oui, c'était ça que je devais bouger plutôt. Très bien. Alors, je vais voir quelques points essentiels pour illustrer la psychiatrie en prison. Alors, beaucoup de mes collègues ont parlé effectivement de passer par nos patients. Alors, dans les points que je voulais aborder, je vais me parler de la confidentialité et la confiance. J'aurais pu marquer avec secret médical, mais alors, j'ai pas voulu passer par là, parce que quand on parle de ça, c'est des disputes incessantes, c'est des discours, comme vous dites, des discussions qui n'arrêtent pas, on s'en sort pas, on se renvoie les textes, on se comprend pas, bien souvent. Malgré des lieux de rencontre qui peuvent se faire et discuter, on a beaucoup de mal à comprendre ce que représentait le secret médical. Alors, pour retourner les choses autrement, je voulais citer l'article 1 de la loi pénitentiaire. Au départ, je voulais projeter le diaporama, puis finalement j'ai renoncé, mais au moins sur cet article-là, c'était intéressant, parce que l'article 1 de la loi pénitentiaire, là je suis obligé de vous le lire, c'est le régime d'exécution de la peine de privation de liberté concilie la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne détenue afin de lui permettre de mener une vie responsable, et là j'insiste, et de prévenir la commission de nouvelles infractions. Si on veut vraiment qu'il soit responsable, il faut vraiment effectivement qu'il soit acteur d'un certain nombre de choses, que les choses passent par lui. On a beaucoup quand même de nos patients, ceux pour des situations où il y a des atteintes à la personne en particulier, les agressions sexuelles, les violences ou autres, qui n'ont pas forcément été dans le respect de l'autre, qui ont été dans un déni d'altérité de l'autre. Et il importe de pouvoir rétablir ces éléments de droit, de confiance, de respect. Et c'est pour ça que le secret médical, là, devient vraiment un outil de travail et pas du tout c'est horrible et ce casse-pied de pouvoir médical qu'on nous met toujours, un truc comme si c'était un pouvoir exorbitant, alors que pour moi, j'ai toujours pensé que le secret médical était pour moi une réduction de mon pouvoir. Des choses que je n'ai pas le droit de faire, plutôt que des choses que j'ai le droit de faire. Et donc, je dois taire un certain nombre de choses, alors que bien souvent, ça serait tellement plus facile de causer, et puis on arrangera le problème. Mais bon, non, c'est pas possible. Le secret médical est un outil de soin, exactement comme un chirurgien a besoin d'asepsie dans son bloc opératoire. Il faut le penser comme ça. Bon, alors il y a plein de choses, et je ne reviendrai pas, mes collègues en ont parlé, on parlait de la CPU, de Genesis, tout un certain nombre d'outils pénitentiaires qui cassent ce cadre thérapeutique et empêchent effectivement que l'on puisse vraiment travailler en confiance avec des patients qui sont dans le contexte difficile de la prison que tout le monde a évoqué et tout le monde le sait. Il n'y a pas d'intimité. Je vous ai parlé d'une petite prison en Normandie où il y a 11 cellules et 70 à 90 détenus. Vous pensez bien qu'il n'y a pas d'intimité dans ces conditions-là. Donc il faut vraiment pouvoir donner un espace de confidentialité et pouvoir le garder. Alors, ça ne va pas très bien avec la société qui est un peu dans un exhibitionnisme sociétal. Tout le monde raconte sa vie sexuelle à la télévision, sur Facebook, sur ce que vous voulez. Donc on est soit habitué maintenant à ce que l'on communique de tout sur tout. Pour moi, il y a encore des éléments de confidentialité et d'intimité qui sont extrêmement importants. Alors, sur ce sujet, d'ailleurs, les juristes sont plus audibles que les médecins, mais je me pose vraiment la question, ce serait presque une question de politique, et je me demande qui veut encore du secret médical. C'est vraiment une question de société. Alors sur les UHSA, je vais essayer de venir sur les UHSA parce que c'est important. Comme David a dit, on tape sur les UHSA. C'est pas une question de taper sur les UHSA. Les UHSA ont dû être créés à un moment donné, effectivement, par le rejet de la psychiatrie pour un certain nombre de difficultés importantes à gérer. Passons, elles ont été vaguement évoquées. Moi, je regrette
en tout cas que la psychiatrie générale n'ait pas pu défendre ça, parce qu'en acceptant le secteur psychiatrie ambulancière, c'était se couper d'une branche de la population qui avait droit à soins de manière générale. Bon, voilà, ça a été comme ça. Il n'y a pas que la psychiatrie toute seule, c'est la société, tout ça. Mais c'est un dispositif très inégalitaire, surtout les UHSA. Vous pensez bien que quand on va avoir 17 UHSA, si on a les deux tranches, ça veut dire environ 700 lits pour, en fait, une population de 70 000 personnes. 70 000 personnes, c'est un secteur de psychiatrie. On va mettre pour un secteur de psychiatrie 17 UHSA qui se coûtent cher. La Cour des comptes l'a dit. Ça a été repris dans le rapport du Sénat l'année dernière sur les UHSA. Ça coûte cher. Est-ce qu'on a besoin de quelque chose qui coûte aussi cher pour si peu de personnes, alors qu'on pourrait trouver des systèmes un peu comme des USIP, hein, c'est une unité de soins intensifs psychiatriques, ça s'appelle comme ça, il y a plusieurs appellations, il y en a qui sont bien, il y en a qui ne sont pas bien du tout, donc il faut prendre les bons modèles, mais quelque chose qui est pour tout le monde, et qui permet à toute la population, avec une répartition sur le territoire relativement départemental ou ou régional, mais quelque chose qui permettrait. C'est une vraie question, ça coûte moins cher, ça permettra à tout le monde, c'est des réaménagements qui sont possibles dans les hôpitaux, c'est un réinsuffler l'idée du secteur et de mettre le patient dans la société civile et pas le garder uniquement dans la prison. C'est une alternative, c'est, je pense, une des questions se posera certainement à la mission, et je pense que c'est important de pouvoir le dire ici. Juste un mot sur, j'en suis à combien? Pas beaucoup. Sur le programme de soins. Le programme de soins, on vous l'a expliqué un peu tout à l'heure. Bon, ça vient de la loi du 5 juillet, effectivement, qui a introduit une chose importante, c'est le juge. Que le juge soit, ça c'est un acquis incontestable, qu'il puisse vérifier que la privation de liberté de quelqu'un pour raison thérapeutique se fasse de manière correcte, légale, tout ce qu'il faut, c'est indispensable. Mais le programme de soins est un truc un peu tordu. Hein, le Conseil constitutionnel l'a dit. Hein, d'ailleurs, j'ai une contrainte sans coercition. Enfin, un truc, il n'a pas su très bien comment le placer. Ça ne marche pas très bien à l'extérieur. C'est ça qu'il faut se dire. Il y a des gens qui ne l'utilisent pas du tout. Il y a des gens qui l'utilisent beaucoup. Il y en a qui l'utilisent avec parcimonie. C'est compliqué quand il faut faire des réintégrations. Donc, c'est vraiment quelque chose, s'il fallait l'étendre, mais moi je ne suis pas du tout favorable que ce soit étendu, mais s'il fallait que ce soit étendu, il faut vraiment déjà évaluer le problème de soins à l'extérieur, et en prison, il posera en plus des problèmes éthiques, pratiques et déontologiques. Donc, maintenir le cap sanitaire avec un dispositif hybride comme ça, à mon avis, serait difficile. J'utilise hybride parce que Camille Lancevelay n'a pas pu être là, mais elle parle beaucoup de dispositifs d'hybridation des soins et de la peine, et donc ça me permet de renvoyer un petit peu sur elle. Alors, je vais passer rapidement sur la dangerosité, on en a parlé, mais en tout cas la dangerosité c'est quelque chose qui infiltre tous les esprits, qui empêche de travailler quelquefois sereinement parce qu'on ne pense qu'à ça. Donc il faut arriver à pouvoir dépasser ce système-là. Alors en même temps, il faut bien reconnaître, et la psychiatrie pour l'instant ne le remet pas en question, nous sommes nés, la psychiatrie est née avec un gène thérapeutique, si on peut dire, un gène sécuritaire. La loi 38 c'est ça. Hein, on fait des asiles pour soigner les gens, mais en même temps, il y a le préfet qui intervient avec un SDRE parce qu'il y a un trouble à l'ordre public et sur telle personne. Ça, c'est sûr que ça existe. Mais il n'importe pas que ce gène thérapeutique soit très récessif par rapport au gène sécuritaire qui deviendrait dominant. Donc, je vais pouvoir terminer sur le maintien de cap sanitaire et quelques recommandations. C'est bon, bien sûr, affirmer la finalité première thérapeutique de la psychiatrie en prison en renonçant aux dispositifs qui affaiblissent le soin. Absolument décloisonner la psychiatrie dans le milieu pénitentiaire en l'articulant avec le milieu ouvert. Et là, c'est le rôle des ARS, des projets régionaux de santé. C'est aussi la force des présidents de CME qui doivent aussi militer dans leurs établissements et dans les projets médicaux pour que celui qui est dans la prison ne soit pas oublié, parce que souvent, il est complètement oublié dans son coin, ça ne fait pas partie des projets des hôpitaux. Et ça, c'est important de pouvoir le faire. Prévoir des projets qui soient réalistes. Là, en ce moment, par exemple, on a un projet intéressant, mais que la direction de l'administration pénitentiaire impose, qui sont des quartiers de préparation à la sortie. C'est apparu comme ça. Ça fait une strate un peu en plus dans toutes les organisations, mais sans se préoccuper des moyens de la santé. Est-ce qu'on peut le faire? Et dans quel est le cahier des charges? Qu'est-ce qu'on devra faire? Tout ça. On a déjà du mal à assurer les unités actuelles. Hein, n'oublions pas qu'il y a 25% de psychiatres, de postes vacants de psychiatres dans l'ensemble des hôpitaux. Et c'est pas en prison qu'on y vient préférentiellement parce que c'est pas le plus intéressant. Alors, les aménagements de peine et les suspensions de peine, effectivement, la loi Taubira a bien précisé qu'on pouvait le faire pour des raisons psychiatriques. Le problème, c'est de trouver les articulations avec l'extérieur. Moi, j'ai des exemples qui m'ont été remontés où tout le monde était d'accord
les psychiatres de l'extérieur, psychiatres de l'intérieur, le JAP et autres, mais c'était le procureur qui s'y opposait pour des raisons de sécurité, alors qu'il y avait des projets qui étaient bien construits. Donc ça, on se retrouve toujours devant la même chose. Et un point, je vais terminer sur ça pour ne pas l'oublier, sur l'épidémiologie. On en a beaucoup parlé de l'épidémiologie. Actuellement, dans le groupe 1 de la stratégie santé, on réfléchit à cette question-là. Il y a des projets qui sont déposés, mais une grande étude épidémiologique, ça coûte très cher. C'est difficile d'avoir des porteurs, c'est compliqué à mettre en œuvre. Là, pour l'instant, c'est un point sur lequel je milite dans ce groupe-là, c'est qu'on puisse faire plutôt un repérage des cas lourds qui sont en prison, des cas psychiatriques les plus difficiles, parce que c'est autour de cela qu'on devra pouvoir trouver des aménagements de peine. Et c'est pas ce qu'a dit, on l'a évoqué tout à l'heure par rapport à l'étude de Falissard-Rouillon, hein, c'était 80% d'hommes qui avaient un trouble mental et 70% de femmes qui avaient un trouble mental. Mais parmi ceux-là, l'étude disait que 35% d'entre eux avaient une atteinte grave de ce trouble mental. Donc c'est pas 80%. D'abord, si c'était 80%, moi je me demande pourquoi il n'y en a pas 100%. Parce que dans les 80%, il y avait insomnie, voilà, des choses comme ça, et un peu d'anxiété. Si on n'est pas anxieux en prison, il y a un problème. Voilà. Donc ça devrait être 100%. Bon, donc c'est bien il faut se méfier de ce chiffre-là comme ça et pouvoir se dire qu'il y a quand même des cas très très lourds qu'il faut repérer, qui ne comprennent plus pourquoi ils sont en prison, qui posent des problèmes à la pénitentiaire. C'est pas une horde de malades mentaux qui vont sortir dans les secteurs, voilà. C'est tout à fait faisable à intégrer dans le secteur de psychiatrie générale. Et donc j'espère qu'on va y arriver pour que la psychiatrie ne soit pas qu'en prison, mais qu'on puisse vraiment exercer sur l'extérieur. Merci. Je présente M. Delarue, enfin je ne sais pas si je le présente, tout le monde le connaît, M. Delarue, ancien contrôleur général des lieux de privation de liberté. Alors, donc vous allez donc nous parler de l'effet des soins psychiatriques en détention. Merci beaucoup. Je ne suis pas si sage que vous croyez. D'ailleurs, je suis ni psychiatre ni somaticien, c'est dire. Voilà. Madame la sénatrice, vous témoignez aujourd'hui une nouvelle fois de votre attachement pour les exclus de notre société et je vous en suis particulièrement reconnaissant, comme nous tous ici. Bonjour à tous. Vous êtes fatigués, donc je vais essayer d'être lapidaire et par conséquent de ne pas justifier mes propos. Ce qui est un tort, mais comme je vais redire assez largement ce qui a déjà abondamment été dit par les uns et les autres, je n'ai aucune inquiétude. Je vais quand même énoncer, avant de venir à mon fond de propos, 3 postulats. Le premier, c'est que quelle que soit la valeur des études épidémiologiques, nous savons qu'il existe beaucoup plus de personnes souffrantes en détention que dehors. Et par conséquent, mon premier postulat, c'est de dire que la population pénale a besoin de plus de soins psychiques que la population générale. Le deuxième postulat, c'est de dire que il est possible de soigner en détention. Je sais bien les controverses qu'il y a sur la prison comme lieu de soins et je les accepte bien volontiers, mais il y a des gens qui sont en état de souffrance et par conséquent, on ne peut pas évidemment les refuser, les soigner. D'ailleurs, aucun d'entre vous n'y a sérieusement pensé. Et le troisième postulat, enfin, c'est que, comme d'ailleurs le dit depuis bien longtemps la loi, ça a été rappelé, notamment la loi de 1994, il n'y a aucune raison que les soins donnés en prison soient inférieurs en qualité à ceux qui sont donnés à l'extérieur. Voilà les 3 postulats qui ne vont pas de soi, mais sur lesquels je crois tout le monde pourrait être d'accord. Alors, mon premier point, c'est d'évoquer les tensions entre les soins d'un côté et l'exécution de la peine de l'autre. Je crois que tout ça a été abondamment dit. Je vais le redire à ma façon. Je voudrais donner ici 2 idées. Je crois qu'il faut admettre qu'il y aura toujours des tensions entre la santé et la justice, puisque les deux ont des finalités extrêmement différentes. Et je crois qu'avoir l'idée qu'il n'y aurait aucune tension dans l'exercice de votre métier, si difficile par ailleurs, je crois que ce serait se bercer d'illusions. Alors évidemment, il ne faut pas encourager ces tensions, il ne faut pas souffler sur les braises. Et certains d'entre, on va dire, certains fonctionnaires peuvent quelquefois s'y employer. Le docteur Merouet en a montré une trace syndicale, si je puis dire, tout à l'heure. Mais je crois que la justice est faite pour veiller à l'exécution de la peine. L'administration pénitentiaire est là pour faire régner le bon ordre et la sécurité dans ses établissements. C'est répété par la loi. Et la loi subordonne la loi pénitentiaire, qui est quand même assez généreuse dans son esprit, on va dire,
la loi pénitentiaire subordonne les droits humains au bon ordre et à la sécurité, ce qui n'est pas tout à fait rien. Et puis de l'autre côté, le soignant est comme le médecin du code de déontologie tenu d'être au service de l'individu et de la santé publique. Voilà. Et donc je crois qu'il est vain d'espérer résoudre comme par magie cette antinomie. Et on sait bien que cette opposition-là se cristallise dans votre vie professionnelle. Le docteur Merouet, le docteur David viennent de le rappeler. Dans quelques points précis, je n'évoque pas, sauf à rappeler quelque chose auquel je tiens. Le premier conflit, c'est celui de la confidentialité des soins et du secret médical qui entrent en conflit avec une société de surveillance, car c'est l'intérêt même d'être surveillant que de s'intéresser à ce que fait à chaque instant le détenu dont il a la charge. Donc il y a évidemment un conflit à cet égard. Moi, je vous dis très tranquillement qu'il ne faut rien céder sur le secret médical et rien céder non plus, c'est pas la même chose, sur la confidentialité des soins. Je ne vois aucune raison de revenir en arrière, quelle que soit la pression de l'opinion, du politique, de tout ce qu'on voudra. Ça m'est éperdument égal, mais je ne m'étends pas. Deuxième conflit, c'est celui du soin et de la sécurité de façon précise. Je rappelle que le médecin a pouvoir de lever des sanctions disciplinaires, par exemple dans la prison. Ça n'est pas toujours bien vu des surveillants. Je voudrais aussi évoquer comme conflit, vous en avez parlé, l'usage de l'hospitalisation d'office. Je suis absolument effrayé par l'ampleur de la croissance des hospitalisations d'office faites aux détenus, puisque en 2006, sauf erreur, c'était de l'ordre de 830 par an. Et aujourd'hui, on en est à 7000, 6500. Voilà. Donc, une croissance multipliée par 8 en 12 ans. Voilà. Alors, ça s'explique en partie, vous l'avez dit, par le contexte, c'est-à-dire UHSA n'existait pas autant en 2006, on requiert des hospitalisations d'office pour éviter les listes d'attente. Il y a quand même là une manipulation d'un instrument qui doit quand même interroger. Autre conflit encore, celui de la coopération entre des tâches qui devraient être conjointes, qui sont bien naturelles. C'est pas toujours facile de s'organiser en effet. Jusqu'à quel point les échanges peuvent-ils aller entre vous sans méconnaître ce que j'ai dit tout à l'heure sur le secret et la confidentialité des soins. Conflit aussi sur l'appréciation du rôle respectif des uns et des autres dans certaines hypothèses. J'avoue que j'avais accueilli avec un peu de réticence la pratique par les SPIP de groupes collectifs de parole, qui me paraissait assez se rapprocher de quelque chose que vous pratiquez vous de façon beaucoup plus professionnelle. Mais apparemment, dans certains cas au moins, le mariage se passe bien. Mais on voit bien que là, il y a des tentatives de doubler quelque chose, notamment lorsque éventuellement certains professionnels ne seraient pas prêts à le faire. Et par exemple, ça a été évoqué en matière de radicalisation. Le deuxième élément que je voulais donner sur ce point, c'est la dynamique de la peine, ou plutôt la dynamique du suivi pénal de chaque auteur d'infraction a tendance à s'éloigner de plus en plus, me semble-t-il, des objectifs de santé. Il me semble que dans les années 50, 60, 70, je ne sais pas exactement, on avait tous en tête, ou du moins s'est constitué l'idée qu'une infraction, c'était l'enfant à la fois de facteurs personnels, naturellement, et aussi de facteurs sociaux. Et le soin venait évidemment parfaitement bien s'agréger là-dedans, puisqu'il appartenait d'une certaine manière à la fois à l'un et à l'autre. La loi du 17 juin 1998, on peut en penser du mal par ailleurs, mais est quand même une illustration de cela. Elle était d'ailleurs, si je puis dire, en rattrapage de certaines initiatives professionnelles bien antérieures. Moi, je reviens sur la dangerosité. Ces idées me semblent très gravement remises en cause par l'idée qu'une personne qui commet une infraction est dangereuse et que la prison, au fond, c'est l'occasion d'exécuter sa peine, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de protéger la société de cette personne, parce qu'elle est dangereuse, et qu'il faudra protéger la société, c'est-à-dire maintenir cette personne en lisière tant qu'elle sera dangereuse.
Et là, on invente par conséquent tout un tas d'instruments destinés à mesurer, scientifiquement bien entendu, la dangerosité d'une personne. Et je crains que dans ce cas-là, mais je sais que ce sujet est controversé entre vous, mais moi je vous livre ma pensée, je crains que dans ce cas-là, la psychiatrie de soignante se fasse un peu trop criminologue à mon avis. Pour faire de bonnes mesures, d'ailleurs, on va assortir le soin de multiples mesures de sûreté. Hein. Alors, le suivi socio-judiciaire, on est devenu, parce que ce n'était pas ça à l'origine, mais au fil des lois, notamment en 2005 et 2007, l'expression, mais ce s'est ajouté à ça, la surveillance de sûreté, la surveillance judiciaire, la rétention de sûreté, naturellement. Et à chaque mesure de sûreté que vote le législateur, on nous assure que naturellement, on mettra les soins qu'il faut en rapport. Et il a été bien souvent montré, je pense à ce qu'a dit la contrôleur générale des lieux de privation de liberté sur le centre de rétention de sûreté de Fresnes, et puis aussi ce qui a été constaté dans des cas, hypothèses comparables, en particulier aux États-Unis, que le recours aux soins par le législateur est évidemment toujours un alibi et que les soins en réalité ne viennent pas. Bon, on n'a que la mesure de sûreté derrière. Voilà. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est une prise en charge difficile des patients en détention qui nécessite évidemment des efforts d'adaptation. Alors là aussi, deux idées. La première, évidemment, c'est qu'il serait naïf de penser que ces patients sont des patients comme les autres. Alors, ce sont évidemment des patients comme les autres parce que la nature humaine, Dieu merci, ne change pas du fait qu'on franchit le seuil de la prison, mais la manière dont s'exprime le mal en prison n'est pas tout à fait comme dehors. Et je voudrais prendre deux problèmes distincts à cet égard. Le premier a été évoqué, c'est la question de l'accès aux soins. Un détenu n'accède pas, pardonnez-moi, à l'équipe soignante sans le secours d'un surveillant. Or, pour le surveillant, le soin entre en concurrence avec bien d'autres obligations. Le soin, ce n'est pas son premier objectif, c'est un objectif parmi d'autres. Et il a veillé à la descente en promenade, aux douches, à tout ce que vous voudrez. Et puis, il peut ne pas être au moment, dans la coursive, au moment où il faut. Bon. Et ceci induit évidemment beaucoup de choses. Le détenu, il doit envoyer une lettre pour vous prévenir qu'il a besoin de vous. C'est pas sûr que la lettre vous parvienne. Bon, il y a encore des gymnastiques dans lesquelles c'est le surveillant qui fait passer ça, etc. Et puis enfin, il y a des cas où il faut bien le dire, le surveillant, il a un compte à régler avec la personne qui vous demande un rendez-vous, donc il n'ira pas la chercher. Voilà, et c'est aussi simple que ça. Et ceci explique pourquoi le docteur Merouet nous disait tout à l'heure qu'il avait 30%, je crois, de chute, mais ça c'est un constat absolument général. On a fait le compte dans bien des prisons que nous avons visitées. La deuxième chose, c'est la question de ce que sont les soins pour les détenus. Et je crois qu'on ne peut pas aussi enlever l'idée, me semble-t-il, que quels que soient les efforts qui sont consentis par vous, ils sont évidemment considérables, pour les détenus, bien souvent, au moins dans un premier temps, les soins apparaissent indissolublement liés à leur détention. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, c'est quand les détenus reçoivent des médicaments. Et ils en reçoivent beaucoup, parce que les médicaments, c'est du monnayable. Les médicaments, c'est un bien. Et les médicaments, par conséquent, c'est une monnaie d'échange. Et donc, recevoir un médicament, c'est avoir une marge de manœuvre à l'égard de ses co-détenus. Je voudrais insister sur ce point qui n'a pas été évoqué. Et puis, pour le pire, c'est quand ces médicaments, je l'ai constaté en recevant, j'en ai un souvenir très précis, un détenu dans une prison du nord de la France, c'est quand ces médicaments sont tellement abondants qu'ils créent une nouvelle dépendance. Et certains traitements contre les addictions aux stupéfiants sont ainsi faits qu'on devient très attaché, si je puis dire, à la méthadone sans l'avoir vraiment voulu quand on est entré en prison. Mais comme il a été dit aussi, apparence parce que tous ces traitements, ou du moins beaucoup d'entre eux, sont des marqueurs en détention. Aller en effet à la méthadone, à l'unité sanitaire ou à l'UXA, je préfère aussi ça,
à 8h30 du matin, c'est faire la petite file qui va traverser les couloirs et tout le monde va entendre les pas. Aller au groupe de discussion collective, de parole, c'est évidemment se signaler comme pointeur, etc., avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Tout ça retentit sur le bon vouloir des personnes d'aller vous trouver. Mais le lien le plus fort, à mon avis, j'y reviens aussi, ça a été évoqué, et c'est formidable parce que c'est à la fois bien et épouvantable. C'est le corollaire entre l'aménagement de peine et le fait de suivre un traitement. Bon. Autrement dit, on vous donnera votre réduction de peine, ou on réduira plus ou moins votre réduction de peine, si je puis dire, on procédera au retrait, dit le code, et on ne vous donnera pas de RPS si vous ne suivez pas le traitement. Alors ça, pour le détenu, il n'y a pas de meilleure indication que d'aller trouver le psychothérapeute la tête courbée et sans aucun désir de changer quoi que ce soit à sa vie propre. Je crois que le désir, ça a été dit tout à l'heure dans les discussions, quelque chose de fondamental pour le malade en souffrance. On fait tout en quelque sorte pour que ce désir s'éteigne. Je vais terminer sur une qualité des soins quelquefois mal assurée. Alors, il faut quand même se rappeler qu'on est dans une crise de la psychiatrie de façon générale, du point de vue en particulier des effectifs, et par conséquent, ça retentit en prison comme ailleurs. Je voudrais dire aussi quand même qu'il n'y a pas toujours, et on n'est pas en prison par hasard, mais il n'y a pas toujours d'appétence pour aller soigner les détenus parmi les psychiatres, c'est bien normal. Et il s'en déduit que, nonobstant les efforts qui ont été faits, il y a encore de très graves inégalités entre les établissements pénitentiaires sur le volume de l'équipe psychiatrique. Alors j'ai des chiffres là sous les yeux, mais je vais les passer. D'ailleurs, on me presse de finir. Et par conséquent, il en résulte une inégalité de soins. Je vais le nommer, puisque c'est bien à tout l'établissement fléché à ICS, l'équipe psychiatrique prend en charge à peu près les 3/4 des détenus, 300 sur 400. Bon. Et ça correspond à peu près ça aux indications des études épidémiologiques. Bon. Il y a des établissements où on prend 20% ou à peine plus. Et c'est évidemment problématique. Bon. Et je ne parle pas des délais d'attente. Si, je vais le citer quand même, à Joux-la-Ville, quand on y a été, c'était 18 mois d'attente pour un suivi avec un psychologue. Bon. Alors, quand vous avez quelqu'un qui est condamné à 3 ans de prison pour je ne sais quoi, agression sexuelle, s'il doit attendre 18 mois, quid? En tout état de cause, je crois que le suivi thérapeutique nécessite du temps long. Et le temps long, c'est un bien rare en détention. Alors, évidemment, on pense toujours très longue peine. Alors, il n'y a aucun problème, les gens sont là pour 30 ans, on va pouvoir les soigner. Sauf que la plupart des gens ne restent pas, évidemment, aussi longtemps. Je rappelle que le délai de moyen de détention, pour autant qu'on puisse l'apprécier, c'est à peu près 11 mois. Et pendant ces 11 mois, les gens sont bousculés d'une prison à l'autre, d'une affectation à l'autre, d'une mesure disciplinaire à l'autre, transfèrement, etc., etc. Et par conséquent, le point focal de tout ça étant les mineurs, hein, qui auraient bien besoin, bien souvent, d'une aide, mais qu'on ne peut pas leur donner compte tenu de la durée de détention de ces mineurs. Et par conséquent, ce temps long n'existe pas. Et la question est posée de savoir ce qu'on peut faire. Alors je voudrais terminer simplement en disant, reste le problème lancinant de la continuité des soins entre dedans et dehors. Le docteur David vient d'y faire allusion, je fais chorus. Ça fait des lustres qu'on soulève ce problème-là. Et je crois que c'est très difficile de travailler de façon interdisciplinaire, par conséquent avec les SPIP, les juges, etc. Mais c'est aussi difficile de travailler avec ses collègues, quelquefois, qui sont dans le lieu où va échouer le malheureux sorti de prison, parce que ce sont des gens ballottés un peu de tous les côtés, de CHRS en logement provisoire, et par conséquent, il faut pouvoir les suivre. Et si la profession ne s'organise pas, on ne les suivra pas. Et quand on me dit parcours de soins, parce que j'entends souvent ça dans la bouche du ministère de la Santé, du ministre de la Santé, pardon, moi je dis souvent, je ne connais d'autres parcours de soins que le parcours du combattant pour les détenus. Et donc, je crois qu'il faut régler tous ces problèmes. Alors, en conclusion de tout ceci, je voudrais vous dire que
on ne peut pas s'attaquer aux problèmes structurels. Et à mon avis, les problèmes structurels, c'est vous l'avez dit, l'unité qui doit rester autour de la personne du malade. Il ne faut pas céder là-dessus. Deuxièmement, la dissymétrie qu'il y aura toujours entre vous et la pénitentiaire sur l'établissement de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement. Vous ne pouvez pas y toucher. Et troisièmement, ce qui est structurant, ou structurant aussi, si on veut, c'est l'interdisciplinarité. Je crois qu'il y a quand même des choses formidables à jouer. D'ailleurs, il y a des bonnes pratiques qui sont instaurées. Mais il y a des choses qu'on peut changer. Moi, je trouve paradoxal, et je regrette que le législateur là-dessus n'ait pas évolué davantage, qu'on accorde difficilement, il est vrai, une suspension de peine pour raison médicale, et qu'on fait entrer des gens dont on ne regarde pas l'état de santé pour savoir s'il est compatible avec la prison. Et par conséquent, il faudra bien venir un jour à l'idée d'un examen médical préalable lorsqu'il est demandé par je ne sais qui, le parquet, le juge, peut-être l'intéressé, pour qu'on voit si son état initial est compatible avec la prison. Et s'il ne l'est pas, ben, il faudra l'hospitaliser. Je me sens mal à l'idée qu'il y a 25% de psychotiques en prison. On n'est pas en Union soviétique, que diable. Et puis, deuxième chose à changer, je crois qu'il faut faire admettre au personnel pénitentiaire que le soin est, dans certains cas, les cas lourds qu'évoquait Michel David, prioritaire. Et donc, toute obligation cessante, vous m'amenez ce malade-là, dans votre propre intérêt. Il faut l'admettre. Troisièmement, il faut aussi travailler, je pense, sur l'adhésion du patient. Et il me semble que dans les entretiens qui sont désormais bien faits à l'arrivée, ça devrait être beaucoup développé par vous. Il y a des enjeux lourds dans ces entretiens, puisque l'incarcération est toujours un moment difficile. Et je crois que travailler sur l'adhésion à ce moment-là, ça ne suffira pas évidemment, mais c'est déjà un début. Et enfin, concrètement, il faut améliorer les liens, d'une part, entre thérapeutes de différents établissements, le dossier médical suit toujours un peu difficilement, et d'autre part, entre établissements et la sortie. Voilà les quelques mots, Président, que je voulais vous dire. Je crois qu'on va laisser les questions à la salle, puisque vous avez dit 18h45, mais Madame Benbassa, ça fait 30, oui, vous avez dit jusqu'à 45 maximum. Hein, voilà, c'est ça. Donc, les questions dans la salle. Hein, bon, attends que tout le monde réfléchisse. Allez, 2 secondes pour réfléchir, le temps que Fadi nous dise quelque chose. Vas-y. Juste pour revenir à M. Delarue, à ce que vous dites, une pré-expertise avant d'entrer en prison. Alors, ça a été fait parfois. Et parfois, c'est très dur parce qu'on a eu un patient comme ça qui est resté 7 ans hospitalisé. Et quand il se portait bien, il a fallu 7 ans après venir faire ses 5 ans de prison. Donc, voilà. Donc, ça aussi, c'est une suspension de peine. Donc, sa peine n'a pas été faite en hospitalisation. On aurait pu dire 5 ans, il a fait 7 ans d'hospitalisation. Mais malheureusement, 7 ans après, ça a été très dur de revenir. Et juste un petit mot sur les médicaments, sur les mésusages des médicaments, comme vous le dites. Alors, le mésusage existe aussi à l'extérieur. Hein. Souvent, c'est même parfois les mêmes patients, mais c'est vrai que c'est plus cristallisé à l'intérieur parce qu'on est dans un milieu fermé et que dès qu'il y a 2-3 échanges, ça se voit tout de suite, le trafic se voit tout de suite. Et le traitement des addictions aux opiacés, souvent, quand on le fait en prison, c'est parce qu'il n'est pas fait à l'extérieur aussi. Donc, il n'y a pas une plus grande appétence à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais souvent des personnes qui n'ont pas de droits sociaux, qui n'ont pas accès au traitement à l'extérieur, l'ont à l'intérieur, et ça peut paraître parfois qu'il y a un peu plus de personnes sous traitement en prison que dehors. Je ne suis pas entièrement, mais peu importe. Question. Alors. Encore moi. Présente-toi à chaque fois, parce que pour l'enregistrement, c'est... Jean-Paul Pachou, praticien hospitalier au SMPR de Fleury-Mérogis. Tu as parlé de l'intimité. C'est important, cette histoire d'intimité. On a parlé du secret médical, etc. Quand on nous invite à la CPU, où nous ne voulons pas aller, en l'occurrence à Fleury, on nous dit « mais vous ne direz rien, mais vous saurez tout ». Quand on nous dit « vous pouvez regarder Genesis, vous serez au courant de tout », comme s'il fallait tout savoir pour mieux soigner les gens. Et je pense que notre devoir, et M. Delarue dit « restons des médecins, des soignants », notre devoir, c'est de rester dans cette position soignante. Moi, quand je vais voir le médecin, je ne lui dis pas forcément tout. Et je pense qu'un des privilèges, du moins, c'est important pour les détenus de pouvoir avoir cette part d'intimité, au moins dans notre colloque singulier. Voilà.
En attendant qu'il y ait d'autres questions, je vais revenir sur les chiffres que vous donniez, Monsieur Larusse, sur les SDRE, parce que là, dans le groupe de la stratégie santé, où on travaille sur l'épidémiologie des cas lourds, on se dit il faut savoir combien il y en a, de quoi on parle. Et donc, il y a un travail extrêmement important qui est fait par l'adresse et par l'IRDES. On y a travaillé cette semaine. C'est extrêmement intéressant de voir que l'État, si on peut dire, a des chiffres. Seulement, il faut savoir les chercher, il faut savoir les interpréter, il faut savoir les réunir. Et en ce moment, on est en train de faire ce travail-là qui nous permet de savoir exactement combien il y a de personnes qui passent en UHSA, combien il y a de personnes qui sont en SDRE, combien il y a de personnes qui sont hospitalisées en D398, des SDRE, parce qu'il y a un manque de place en UHSA, et qui vont d'abord en hôpital psychiatrique, puis après, ils vont repasser en SDRE, mais en service libre, et donc ils auraient pu s'éviter un SDRE. Vous voyez, il y a tout ça qu'il faut réfléchir, parce que hospitaliser quelqu'un en SDRE, c'est pas rien. Moi, en milieu ouvert, j'ai des patients, ils ne peuvent pas retrouver de travail parce que ça leur suit d'avoir une HO, une notification par le préfet. C'est quelque chose qui reste et qui est extrêmement compliqué. Donc, et ça se fait pas n'importe comment. Il y a vraiment une exigence que ce soit clinique. Et moi, j'ai toujours refusé. En Guadeloupe, je sais que j'ai jamais voulu le faire. C'est-à-dire, par exemple, hospitaliser quelqu'un qui est volontaire, qui a une menace suicidaire et autres, je préfère essayer de le suivre à fond dans la prison pour qu'il ne soit pas hospitalisé, parce qu'en milieu ouvert, il serait soit en service libre, soit en SDT. Et l'hospitaliser en SDRE, parce qu'on n'avait pas d'autre solution, j'ai toujours trouvé que c'était un scandale. Donc ça, pour l'instant, c'est un des avantages de l'UHSA, quand on peut hospitaliser en UHSA. Et bon, c'est pas toujours possible. Donc ça reste des choses à réfléchir, mais je crois que les chiffres, et moi je suis très, très surpris de voir à quel point ça existe, les chiffres sont là, seulement il faut faire un travail énorme pour arriver à pister les différents organismes, entre l'ATIH, la SAE, enfin tous ces organismes où on cote nos actes. Comment c'est possible de retrouver ces actes-là, mais il faut drôlement les travailler, les chercher, et c'est qu'à partir de chiffres qu'on puisse avoir une politique. Parce que sinon, si on n'a pas des données précises, on ne pourra pas avoir une politique. Frédéric Montezin, Guadeloupe. Là, juste là. Ouais. Oui, bonjour, donc je ne me présente pas. Moi, ce ne serait pas vraiment des questions, c'est juste deux petites remarques que j'ai pu, puisque ça fait 12 ans, moi, que je suis incarcérée aussi. Et on a vu apparaître, je trouve, ces dernières années, en tout cas en Guadeloupe, des choses qu'on ne connaissait pas, c'est le stress post-traumatique. C'est-à-dire qu'on a des patients vulnérables ou non d'ailleurs étiquetés vulnérables, qui sont des patients qui rentrent en prison et qui, eux, deviennent les souffres-douleurs de leurs co-détenus, qui sont victimes d'actes de barbarie, de torture, et que l'on voit arriver dans nos consultations. Et là, en fait, la place du soin, enfin l'urgence, je dirais, du soin est de prendre en charge ce qui se passe à l'instant T, et on n'est plus du tout dans la prise en charge de plein d'autres choses, qui peut être le passage à l'acte, qui peut être le travailler l'adhésion aux soins par rapport à sa psychose, qui peut être plein de choses. Donc ça, c'est déjà des choses qui embolisent beaucoup, je trouve, et qui modifie un petit peu notre façon de travailler et qui parfois moi m'interroge sur ma place en fait de psychiatre en milieu pénitentiaire, parce que j'ai l'impression d'être plus ou moins complice, d'être là pour, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour essayer de maintenir les gens dans un lieu qui est juste inhumain et qui est pourvoyeur de torture et de barbarie. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je suis interpellée par l'apparition, en tout cas, je ne sais pas si c'est pareil, j'avoue que nous, on souffle d'une double, triple insularité, puisqu'on est dans une île, dans une prison, dans un SMPR, donc on est très, très isolé. Donc j'ai parfois peu de lisibilité sur ce qui peut se passer dans les autres établissements. En tout cas, nous, on a vu arriver très gentiment un binôme de soutien, enfin je ne sais pas de ce qu'ils font, en fait, de soutien dans le cadre de la radicalisation. Nous, au niveau du centre pénitentiaire de Bémao, étant donné que nous avons très peu de personnes radicalisées, voire pas du tout, ces deux personnes ont été réorientées sur la prévention, la prise en charge de la violence. Et donc, je m'interroge quand je vois ce psychologue venir dans mon bureau avec dans sa main un compte-rendu extrêmement détaillé sur le détenu qu'il va remettre au juge, sur son parcours, sur son histoire, sur son traitement, et qui me dit, écoute, tu sais, comme je sais qu'au SMPR, tu n'as pas le temps parce qu'il y a beaucoup de travail, je vais assurer son suivi. Et donc, je m'interroge beaucoup justement sur ces glissements qu'il peut y avoir de ces personnes qui débarquent un petit peu là, dont on n'est jamais au courant et qui débarquent dans nos bureaux,
on est obligé de rappeler quel est notre rôle à nous et quel devrait être le leur. Et je m'interroge un petit peu effectivement sur l'avenir de notre pratique. Je rebondis sur votre intervention parce que nous, enfin, dans les autres établissements aussi, il y a les psychologues de PEP qui sont apparus, donc les psychologues de parcours d'exécution de la peine, où en effet il y a collusion énorme, je trouve, parce qu'en fonction de la personne, et ça c'est très personne dépendante, je trouve, hein, parce que nous on en a eu sur le site à peu près 4, parce que c'est des CDD, donc la pénitentiaire, voilà, dès que ça coûte cher, hop, on change. En effet, là, ces derniers temps, on se retrouve, pas avec moi, avec un psychologue qui arrive et puis qui me dit bon, mais il y a de l'attente, donc ça ne me dérange pas de faire du suivi. Mais en fait, voilà, gars, c'est pas ton boulot, quoi. C'est, tu n'es plus, en signant ton contrat de travail avec l'administration pénitentiaire, il fallait prendre conscience avant la signature que le soin, pendant les 4 ans, c'est fini. Voilà. Le soin, c'est apporté. Et ça, c'est vrai que par rapport aux personnes détenues qui, bon, il faut dire, certains n'ont pas la capacité, tous, de raisonner à ce titre, n'ont pas forcément la capacité de se dire, alors moi j'ai le psychologue PEP, plusieurs psychologues sur l'unité sanitaire, et alors il y a un groupe animé par l'AMPA où il y a une psychologue qui est embauchée par l'AMPA pour les addictions. Alors là, voilà, il y en a 4. Donc en fait, ils disent plein de choses à des personnes, ils ne savent même pas pourquoi ils les disent, et ça se retrouve en effet dans le dossier pénal, étiqueté, avec tout. Ils parlent trop, en fait, ils ont la naïveté, c'est terrible. Hein. Moi, je leur dis toujours à mes patients, ouvrez plus la bouche, sauf quand vous êtes dans un bureau avec écrit soit infirmier, soit docteur. Quoi. Enfin, c'est horrible, hein, mais c'est vraiment ça. Parce que ça se retrouve à se retourner contre eux. La confusion, oui, comme tu dis. Bonjour, ça marche. Je suis Marianne Barnel, je suis psychologue, enchantée, au CNE, enchantée aussi, à Fresnes, et également, depuis 7 ans maintenant, en psychiatrie intra-hospitalière à Clermont-de-Loise, en Picardie. Donc, je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses qui ont été exprimées aujourd'hui, mais comme je suis encore plus ou moins en début de carrière, je me tais. Mais par contre, non, il y a quand même des choses où il faut qu'on fasse un petit peu attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous recrutent ici en CDD, enchantée, encore une fois. Donc du coup, j'aimerais juste reprendre une chose par rapport à l'institution pénitentiaire qui serait du coup un endroit dans lequel il y a ces terribles actes de torture et de barbarie. Moi, ça fait 7 ans que je suis en intra-hospitalier en psychiatrie. Ça fait 7 ans que je suis incarcérée d'une certaine manière aussi, et dans des conditions terribles. Et je ne peux pas entendre ici que la psychiatrie, en fait, qu'on participe à une idée qui serait de dire la psychiatrie sont dans le transfert, la gentille maman, la pénitentiaire serait le méchant papa qui punit. Parce que c'est complètement faux. Et que des abus de pouvoir par des gens qui sont très peu surveillés dans les milieux d'intra-hospitaliers en psychiatrie. On en voit tous les jours. Des gens qui sont enfermés et attachés aussi par faute de moyens, mais dans des conditions ignobles, inhumaines, et où on n'en dit rien du tout. Il y en a tous les jours. Et aujourd'hui, quand on entend des détenus qui préfèrent rester en détention plutôt que d'aller en psychiatrie, il faudrait qu'on entende aussi ça. Et peut-être qu'on s'interroge sur ce que M. Delarue a dit, que je trouvais très intéressant, sur le fait qu'effectivement, on ne pourrait pas régler l'idée qu'il y ait toujours cette idée de friction entre la justice et la psychiatrie, mais que du coup, on peut s'interroger aussi au niveau médical, le pouvoir qui est accordé rentre en rivalité avec le pouvoir judiciaire. Et que ça, on l'entend tous les jours dans les questions d'HTT, etc., etc. Et que cette friction-là, on ne la parle pas et presque on l'élude un petit peu. Et ici, par exemple, on l'élude un petit peu. C'est parce que vous avez des professionnels en face de vous
entre guillemets, allez, on va se lancer des fleurs. Ça fait un certain temps qu'on exerce en milieu carcéral et on a peut-être une certaine vision aussi humaniste de notre profession. On va être très clair. Moi, je balaye aussi devant ma porte. Là, le sujet, c'est la psychiatrie en milieu carcéral. Voilà. Voilà, je peux vous dire, pour vraiment vous dire mon intime conviction, quand il y a certaines unités sanitaires qui nous adressent des patients, j'ai des dossiers à jeter à la poubelle tellement ils sont bourrés de benzo et par des généralistes. Donc là, je prêche contre ma paroisse. Voilà. Donc ça, après, c'est une façon de faire. Et comme je disais à ma collègue, c'est aussi très personne dépendante, mais aussi valable dans le corps professionnel des médecins. Mais du coup, on ne pourra pas régler le problème de la pénitentiaire tant qu'on ne réglera mais pas. Mais alors attendez, on va être très clair. La pénitentiaire, il faudra que ça soit réglé pas par le monde médical parce que ça s'appelle de l'ingérence. Voilà. Donc, il faut juste apprendre dans la pénitentiaire. En milieu carcéral. Mais c'est juste, il faut savoir réussir à s'écouter. Et là, nos propos, c'est de dire que le monde carcéral pénitentiaire fait souvent fi de nos idées, fait souvent fi de ce que l'on peut dire. Et en effet, on en arrive à entendre, mais venez en CPU, on va vous apprendre plein de trucs, mais vous direz rien, c'est pas grave. Mais en fait, quand même, les CPU, ce qu'il faut savoir, c'est que les signatures sont collégiales. C'est-à-dire que si vous pointez votre fesse, enfin vous, parce que vous en avez deux, dans cette réunion-là, la signature, vous avez signé votre acte de présence, donc vous accordez, vous êtes d'accord avec ce qui est dit, qui va être rendu aux patients détenus. Mais vous n'êtes pas obligé d'y être en CPE, justement, c'est bien la question. Alors, on n'est pas obligé d'y aller, sauf que quand il y a les préventions suicides qui sont noyées et que personne ne veut vous parler en dehors de ce cadre légal pour eux, hein, voilà, parce qu'ils ne veulent pas outrepasser, il y a un moment où vous êtes obligé. Alors moi, j'y vais 10 minutes. J'y vais. Alors en effet, c'est vrai qu'ils ne m'apprécient pas trop, en l'occurrence, donc c'est pas gênant. Enfin, ne m'apprécient pas dans ma façon de faire à ce moment-là. Mais c'est vrai que tout ça, il y a 12 ans, il y a quid 20, il y a, voilà, on a une certaine ancienneté. On se soutient entre collègues. Moi, je me vois avec, à mes débuts à Fleury à l'époque, si je n'avais pas été soutenue, je peux vous garantir que les débuts dans un milieu pénitentiaire, c'est pas évident quand on est soignant, hein, clairement. Bah, merci. Voilà. Attendez, on est obligé de conclure. Je voudrais juste dire une chose sur ce que vous avez dit sur les relations de pouvoir entre les psychiatres et les juges. Si vous avez bien entendu, j'ai dit que c'était extrêmement important l'intervention du JLD qui est à l'hôpital. C'est important. Mais en même temps, c'est un changement énorme. Éric Péchillon n'est plus là, mais il vous dirait qu'il y a 120 à 130 vices de procédure possibles dans les certificats, dans la procédure de ça. Donc c'est compliqué. Donc souvent, parfois, il y a eu des situations où vraiment des patients ont besoin d'être hospitalisés, ils sont mis dehors par le juge, il y a des mains levées. Donc ces situations-là, effectivement, créent des tensions et créent une nouvelle culture à avoir d'échange entre le JLD dans le cas de donc forcément ça se fait pas en un seul jour, mais je pense que c'est des évolutions qui sont nécessaires, qu'il y aura toujours les tensions dont nous a parlé M. Dalerue qui seront toujours présentes, donc il faut les travailler. Vous savez bien aussi que dans les interventions qu'on a là, il faut aller vite et qu'on peut pas, voilà, mais il y aura effectivement beaucoup de choses et je pourrais certainement avoir un débat avec ce que vous dites, où je retrouverai avec les situations de ce qui se passe dans les hôpitaux psychiatriques, effectivement, sont inquiétantes. On voit bien si les gens font la grève de la faim en ce moment, quelquefois c'est bien parce qu'il y a des soucis. Sinon, ils ne le feraient pas, je pose. Alors, une dernière question et on arrête là parce que c'est plus possible. Ça devrait être terminé. Non, Madame Benmassa me dit c'est terminé. Madame... Bon, le dictateur éclairé a dit... Je suis psychologue à Fleury-Mérogis depuis 12 années et ce fut une expérience passionnante, déroutante et complètement folle. Le monde d'aujourd'hui est un monde qui va très très mal, de plus en plus mal, qui se précipite vers des bords très inquiétants de toutes parts, et on le sait. Et effectivement, la prison est le reflet de ces grands paradoxes, de ces grandes folies. Le dedans, le dehors, c'est pareil. On est enfermé dehors, on est enfermé dedans. Voilà. Voilà ma conclusion. Je pense que je vais me mettre en longue maladie, que je vais définitivement partir à la retraite, essayer de trouver un lieu où je peux un petit peu, peut-être un peu sauver ma peau. Voilà. Et je suis très, très inquiète et je vous propose, puisque vous êtes tous rassemblés, de continuer à réfléchir ensemble
et de ne pas continuer cette réunion, de finir cette réunion en se disant au revoir. Et c'était très sympa et très intéressant parce que c'est effectivement très chouette de se retrouver, de penser enfin un peu ce qui nous arrive tout seul depuis de nombreuses années. Je vous propose de continuer, de vous rassembler et d'essayer de penser à un autre espace pour la folie et pour l'exclusion de ce monde. Voilà. Je crois que de ce côté-là, on n'arrête pas de discuter et de se rencontrer. D'ailleurs, j'en profite pour dire que les journées des secteurs de psychiatrie ambulancière auront lieu à Rennes à la fin de l'année. Et le thème, c'est la rencontre. Donc, vous voyez qu'on est quand même sur quelque chose qui correspond à ce que vous dites. Bon, merci en tout cas, Madame la sénatrice. Merci à toutes les intervenantes et les intervenants. Merci à tous et toutes qui ont tout l'après-midi écouté, posé des questions, échangé. Comme on dit en anglais, last but not least, je voudrais remercier mon cabinet qui a organisé ça d'une manière rationnelle et élégante. Voilà, ils sont là, Vincent, Antoine, Marie et Mélina. Voilà. Bravo à elle et à eux.